Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Macron, c'est cuit ou c'est reparti ? Ensuite, nous évoquerons la France de l'ensauvagement. Pour en parler, l'invité spécial de Caroline Parmentier et Martial Bild est une journaliste conservatrice catholique qui a fait ses armes à Boulevard Voltaire et Valeurs Actuelles. C'est une habituée des plateaux de TVL et notamment de Bistro Liberté. On la voit désormais beaucoup dans les télévisions classiques. Elle ne court pas devant le mirage illusoire de la modernité. Elle défend ses idées avec calme et détermination. Elle se bat pour les chrétiens d'Orient. Elle est lumineuse tant intellectuellement que physiquement. Je vous demande d'accueillir Charlotte Dornelas. Bienvenue ici, bienvenue chez vous. C'est un motif de fierté parce que, figurez-vous que Caroline et vous avez un point commun. Vous aurez été à la fois... Ah oui, c'est un premier point commun, vous êtes des femmes et ça se voit. Là, je ne pouvais pas me tromper. Et deuxièmement, eh bien, vous avez été l'une et l'autre sociétaires et invités de Bistro Liberté. On est très heureux de vous accueillir. Et ce club est très fermé pour le moment club encore. Très fermé, très fermé. Heureux de vous accueillir et heureux d'avoir à vous voyez pendant toute la soirée. Ça ne va pas être facile. Alors, dites-moi, première question, c'est moi qui dois la poser. Dans Le Vieux Monde est de retour, c'est un livre qui a été écrit par Pascal Le Tournier. Elle fait le portrait de cette nouvelle génération de conservateurs dont vous êtes une des figures de proue. Pour désigner cet écosystème, elle utilise des termes néo-réac, réactionnaire, bioconservateur, identitaire, on pourrait rajouter fachosphère, activiste de droite, extrême droite. Mais quelle étiquette doit-on attacher à votre nom ? Charlotte Dornelas. Alors j'ai pour habitude de répondre que c'est pas moi qui colle les étiquettes, donc j'ai autre chose à faire de mes journées en fait que de savoir laquelle il faut me coller sur le dos. Ils ont beaucoup d'imagination, ils n'ont pas besoin de moi pour en trouver. Du coup, toutes les étiquettes, je les discute jamais en fait. Alors du coup, eux disent, du coup, vous les assumez toutes, s'ils veulent, puisque dans leur tête, tous ces mots-là, enfin dans la tête des gens qui collent ces étiquettes, tous ces mots-là se regroupent, veulent dire la même chose en fait. Conservatrice, oui. Alors c'est toujours discutable sur le fond. On peut revenir aux origines philosophiques de tous ces mots-là. Encore une fois, j'ai autre chose à faire en fait que de revenir aux origines philosophiques pour savoir si je suis plutôt conservatrice, réactionnaire, bioconservatrice ou plutôt conservatrice tout court. Je travaille pour défendre des idées, j'essaye d'arriver à des conclusions et une fois que je suis certaine de certaines choses, je les défends. Et donc voilà, moi je me colle pas une étiquette sur le dos, quoi. Je vois pas bien l'intérêt. On enchaîne avec la question d'Edouard. Tout de suite, eh bien... Tout de suite. Édouard Chano de Sputnik. Tout à fait. Alors, je sais à peu près ce qu'est une campagne médiatique qui vise l'institution, l'organisme, l'association, ou en l'occurrence le média pour lequel on travaille. C'est déjà pas très facile. Charlotte, vous, on s'est attaqué à vous, assez global, depuis un mois, peut-être un mois et demi maintenant, de manière un peu plus intense. Et j'aurais voulu savoir ce que c'était réellement. Comment, déjà, l'avez-vous vu venir ? 2, vous y étiez-vous préparé ? Et enfin, comment l'avez-vous vécu un peu plus intimement, en fait ? C'est une question qui fait 4. Oui, c'est ça. Est-ce que je l'avais vu venir non, enfin pas directement là maintenant. Après, vu ce que je défends, je suis pas naïve au point de croire que ça n'allait pas venir un jour. J'étais même plutôt étonnée de l'accueil qui m'était réservé jusque-là. Accueil qui existe toujours chez les gens avec qui je travaille, ou avec qui je suis. Les relations sont très courtoises en général entre les personnes. Là, en l'occurrence, évidemment, quand c'est des gens qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrés, la machine médiatique s'emballe très vite, en fait. Il y en a un qui trouve un truc à dire et tout le monde fait la même chose. Alors, subitement, il a fallu que l'intégralité, j'exagère, mais que beaucoup de journalistes se mettent à faire mon portrait. C'était l'activité de la semaine. Il y a eu plusieurs traitements, en fait. Honnêtement, c'est la masse, enfin, la lessiveuse, on va dire, qui est forcément détestable. C'est pour ça que les gens qui pensent
moi, on m'a dit, oui, vous êtes une polémiste, vous provoquez la polémique, etc. Honnêtement, quelqu'un qui provoquerait la polémique pour se prendre ça en retour, je connais personne qui voudrait faire ça pour le plaisir. Honnêtement, c'est extrêmement désagréable, surtout qu'on lit des choses qui sont plus ou moins justes. Et que, en plus, moi, la malchance que j'ai eue dans cette affaire, c'est de provoquer cette polémique, on va dire, non pas sur mes idées, mais sur une erreur que j'ai faite en plateau. Vous l'assumez totalement. Oui, je me suis corrigée immédiatement. Il n'attendait que et ça. je me suis trompée. Et en fait, voilà, quand les gens me disent qu'est-ce que vous avez à dire sur cette polémique, je dis je me suis trompée. Je ne peux rien vous dire de plus. Ça m'arrive de me tromper. Ça arrive à beaucoup de gens. Après, je suis pas naïve au point de croire que ça n'a pas été un prétexte. Un oubli plutôt qu'une erreur. Puis corriger tout de suite. Si on veut être indulgent avec vous, on m'a demandé de pas l'être, mais bon. Non, mais effectivement, je me suis corrigée. Après, on n'est pas des surhommes, enfin, on le sait bien, quoi. C'est des débats. En plus, c'est sur une actualité qui est très mouvante. C'est les limites de l'exercice aussi, nos propres limites, enfin les miennes en l'occurrence, et celles de l'exercice. Voilà. Après, ça a été un prétexte aussi pour aller sur le fond, évidemment. Quand on fait mon portrait, c'est pas pour ce que j'ai dit en plateau ce jour-là. Honnêtement, c'est très désagréable. Après, ça passe. Et voilà, je me suis concentrée sur le fond. J'ai répondu aux gens que j'étais prête à répondre sur tout ce que j'avais affirmé, sur tout ce que j'avais défendu et sur tout ce que je continuerai à défendre. Et que voilà, après les procès d'intention, on sait qu'ils existent. Et voilà, je suis pas la première, je serai pas la dernière. Et c'est pas un drame, c'est pas le drame. Charlotte, très heureuse de vous accueillir sur ces tabourets où vous avez usé vos premiers jeans et levé le coude aussi avec nous. Ma question fait exactement suite. C'est ça qui vous est resté surtout, c'était cette notion-là. Ma question fait exactement suite à celle d'Édouard. Qu'avez-vous pensé de l'attitude de vos consoeurs, du silence des MeToo et des balances ton porc, dont France Inter nous avait rebattu les oreilles pendant des mois? Qu'en avez-vous pensé lors du sketch sexiste et choquant du chroniqueur Daniel Morin sur une radio d'État? Et est-ce que vous avez reçu hors antenne des soutiens de ces femmes qui ont volé comme un seul homme publiquement au secours d'Absatou Sy, Marlène Schiappa en tête? Alors, j'ai reçu des soutiens et même parfois de personnes un peu étonnantes personnellement qui m'ont fait d'autant plus plaisir d'ailleurs qu'elles venaient de personnes un peu étonnantes dans la séquence. En revanche, ce qui est sûr, c'est que médiatiquement, et on le voit même sur le plateau, au moment où Daniel Morin fait cette chronique, il y a deux femmes qui sont en plateau, donc que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'elles pensent sur le fond, etc., qui rient, à mon avis, plutôt jaune qu'elles n'éclatent de rire. On sent qu'il y a elles ont l'air gênées, c'est vrai. Oui, elles ont l'air plus gênées que hilar. Il faut dire que cette chronique est surtout, avant toute chose, pas drôle du tout, en fait, en plus d'être vulgaire, ce qui accentue la vulgarité. Ce serait très drôle, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, surtout dans la bouche de quelqu'un qui est humoriste. Ce qui m'a gênée, c'est que c'est pas tellement que personne ne réagisse, c'est que personne ne réagisse uniquement dans ce cas-là, en fait. Enfin, uniquement dans ce cas-là ou dans d'autres, mais avec des profils qui ressemblent aux miens. Et effectivement, pendant la période de Balance ton porc, c'est notamment alors je vais dire France Inter, c'est évidemment général, mais tous les gens qui ont défendu Balance ton porc, qui trouvaient que c'était génial cette libération de la parole. Moi, je me souviens à l'époque d'avoir eu beaucoup de débats et de dire... Ce qui est dangereux dans Balance ton porc, c'est que c'est encore une fois l'émanation d'une société qui ne veut pas faire de distinction, qui ne veut pas faire de hiérarchie, et que tout à coup, tout était mis dans le même sac. À la fois une réflexion d'un collègue un peu lourdingue, une réflexion vestimentaire, moi quand on me dit que je suis bien habillée, je me sens pas agressée, une réflexion à un geste déplacé ou un viol. Résultat, la fille qui est réellement violée, qui est réellement blessée, qui n'arrive pas à parler parce qu'évidemment il y en a, elle est noyée dans un flot de plein de gens dont la parole se libère. Mais enfin, c'était l'occasion de libérer la parole des actrices d'Hollywood. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit les plus à plaindre, en tout cas dans ce domaine-là. Et quand je disais ça, on me disait, mais enfin, il faut passer par là, c'est absolument nécessaire. Et c'est ces mêmes gens qui ont fait effectivement 6 heures de Balance ton porc par jour, qui à la fin nous livrent une chronique comme ça, qui est honnêtement gratuite. D'autant plus gratuite qu'elle n'est pas drôle et que personne ne réagit. Et pourquoi j'ai été un peu... moi, j'avais choisi de ne pas réagir à cette chronique parce que honnêtement, je ne voyais pas l'intérêt de trop m'y attarder. Mais Marlène Schiappa a quand même pour habitude de réagir très, très, très facilement. D'abord quand elle est concernée, ce qui est un peu surréaliste venant d'un secrétaire d'État. Et même quand d'autres le sont, et quand d'autres de son camp le sont, en fait. Parce que, et là l'exemple est typique, Tex,
qui était un présentateur, qui était un animateur, qui était sur le terrain de l'humour, qui fait une blague qu'on apprécie ou pas, mais qui ne visait absolument personne, qui était juste une blague. Marlène Schiappa est intervenue immédiatement. Alors, elle a toujours dit que c'est pas elle qui avait demandé à ce qu'il soit viré, mais le fait est qu'elle est intervenue et quelques jours après, il était viré. Donc, c'est beaucoup plus... Moi, je ne demande pas à ce que Daniel Morin soit viré, ni encore moins à ce que Marlène Schiappa intervienne. Mais dans ces cas-là, il faut choisir. Soit elle n'intervient jamais, soit elle est juste, en fait. Exactement. Je veux saluer la belle performance de votre accès aux médias mainstream. C'est assez rare pour être commenté. Elle est due à toutes vos qualités et compétences que nous connaissons. Vous êtes vachement attaqué là, ce soir. Là, je sens que ça démarre très dur. Et j'allais parler de son charme en plus, y compris à votre charme. Bon, pas d'hypocrisie, c'est un ensemble, je dirais. Vous êtes complète. Néanmoins, et c'est ma question, est-ce que vous vous sentez entièrement libre et entièrement vous-même lorsque vous débattez sur les plateaux de Rutel Krief, de Laurence Ferrari, de Thierry Ardisson, de Pascal Praud, ou bien est-ce qu'il vous arrive parfois sur certains sujets de mettre un bœuf sur votre langue? Moi, j'ai été très étonnée précisément de la liberté que j'avais en fait. Alors, j'ai pas tellement un caractère très agressif, donc dans les débats, c'est arrivé très rarement qu'on aille au clash, parce que c'est le nouveau mot. Voilà, il y a beaucoup de polémiques sur les plateaux de télévision et tout. C'est pas mon caractère, donc je pense que ça aide aussi à... Vous dites ça pour moi? Non, même pas, j'y pensais même pas. J'aurais pu, mais j'y pensais même pas. Mais du coup, on arrive à avoir des discussions. Bien sûr. Et notamment sur les plateaux de télévision. J'ai d'abord été étonnée par ça, honnêtement. Et ensuite, par le fait que, évidemment, j'arrivais sans que les gens connaissent forcément tous les tenants et les aboutissants de ce que j'avais déjà défendu, de ce que j'allais défendre et de ce que j'étais, etc. Donc il y a aussi une forme d'attente de la part des interlocuteurs qui fait que ça m'a permis aussi de pouvoir parler. Et ensuite, à chaque fois que j'ai défendu quelque chose, c'est parce que je l'avais travaillé et que j'avais, on va dire, la sérénité de la certitude. C'est peut-être très orgueilleux, je ne sais pas, mais en tout cas sur les sujets que j'ai eu à défendre et qui n'étaient peut-être pas évidents à défendre dans ces endroits-là parce qu'ils étaient c'était un peu en sortie de route par rapport à un conformisme qui existe. J'ai jamais eu tellement de problèmes à le faire. Je me suis jamais sentie complètement oppressée. Après, on apprend beaucoup plus à parler. Enfin, moi, les questions que je me pose beaucoup plus, c'est comment est-ce qu'on parle aux auditeurs. Et on parle évidemment différemment aux auditeurs. D'ailleurs, même chez CNews ou chez BFM TV, je parle pas de la même manière en fonction des gens qui sont en face aussi. Mais je crois avoir toujours défendu la même chose. En revanche, enfin, j'espère en tout cas, et j'espère que je continuerai à le faire surtout. Stéphanie, on enchaîne avec vos 2 questions de suite. Oui, alors, Caroline, vous m'avez un petit peu mangé mes questions, mais ça fait rien en tout cas. Chère Charlotte, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et donc, l'essentiel de vos combats sont ailleurs que sur les plateaux de télévision parisiens. Vous avez ce courage d'avec votre casque lourd virtuel affronter ce monde, donc bravo. Tenez bon, tant que vous pourrez tenir. Les attaques se poursuivent. Hein. Là, je sens que ça commence à... Ça devient insoutenable. Tenez bon, c'est formidable que vous soyez présente sur ce champ de bataille. En fait, oui, moi, je voulais vous poser une question toute simple. Quel est le rôle pour vous d'un journaliste, un journaliste qui serait honnête? Voilà, quel est le rôle du journalisme aujourd'hui dans ce monde Alors, le rôle du journaliste, je ne sais pas, je vais plutôt essayer de définir le mien. Moi, j'ai toujours voulu être instit d'abord, comme beaucoup de petites filles, et plus tard, professeur. Quand j'ai fait de la philosophie, je voulais être professeur. Et c'est vraiment cette idée de la transmission qui m'a attirée à la fois dans le métier de professeur et qui m'a attirée dans le métier de journaliste. Et je crois que en fait, le métier d'un journaliste, c'est de travailler sur des sujets là où d'autres n'ont pas forcément le temps de les approfondir ou de les décrypter, d'aller sur le terrain et d'essayer de comprendre une situation. Et c'est finalement la recherche de la vérité, en fait, le métier de journaliste. Alors c'est difficile parce que la vérité est devenue un gros mot et que chacun a la sienne, mais enfin, à la fin, on voit bien que en revenant d'un reportage, qu'on appelle ça la réalité, la vérité, l'intelligence d'une situation, finalement tout le monde arrive à la saisir et en tout cas à la défendre. Donc en tout cas, moi, c'est le rôle que je me suis donné et je crois... Bon, c'est une discussion que j'ai souvent, c'est qu'on a souvent accentué... mis l'accent sur la question de la neutralité ou de l'objectivité des journalistes. Je pense que c'est une lubie qui nous a trompés pendant très longtemps, qui continue même à nous tromper. Aucun journaliste, les journalistes sont des sujets, pas des objets, donc ils ne peuvent pas être objectifs, ils sont nécessairement subjectifs. On a tous une éducation, un regard et des affinités et même des idées à la fin, et c'est très bien. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile de les assumer
et par ailleurs de rechercher l'honnêteté, effectivement. Ouais. On a beaucoup moins de mal à être honnête qu'à être neutre, en fait. Et je crois qu'aucun journaliste en France aujourd'hui n'est neutre. Donc, quand on me demande si je suis une journaliste engagée, je réponds oui, comme tous mes confrères. Et j'essaie d'être honnête. Voilà, j'essaie d'être honnête. L'honnêteté, il y a une charte, hein. Il y a une charte déontologique du journaliste, c'est la charte de Munich, hein. Elle a été signée en 1973, elle est toujours valable, et ceux qui ne l'appliquent pas ne devraient pas avoir de carte de presse, c'est ça la réalité. On ne demande pas d'être objectif ou subjectif, on leur demande d'être honnête. Oui, bien sûr, oui. Et ça, c'est dans la charte de Munich. Elle existe. Pardon, Caroline, excusez-moi. Oui, vous êtes vraiment gonflé, Martial, de prendre la parole dans votre émission, là, ça commence à bien faire. Une seconde question, Une seconde question, voilà, c'était celle qui rejoignait celle de Caroline. Sur vos convictions, comment tenir dans cette arène de fauves, tenir vos convictions? Qu'est-ce qui vous fait tenir, en fait? Quelle est cette puissance incroyable qui permet de tenir dans ce monde de fous? La drogue, hein, comme chez nous. Comme chez nous. Hein. Évidemment. Santé. Alors, je vais répondre à cette question en revenant un peu sur une question de Caroline, mais l'arène, elle est pas si violente, c'est le mauvais moment pour le dire pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup plus d'autocensure que de censure, en fait. Ouais, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai quand même réussi à toujours assumer beaucoup de choses qui semblent parfois de l'extérieur. On va se dire, mais ça, jamais de la vie, on pourrait le dire. Et en fait, si on peut le dire, moi, qu'est-ce qui me fait tenir alors, de manière générale, dans ma vie, ma foi, hein, c'est... J'imagine que c'était ça dont vous vouliez parler. Moi, ça me fait tenir dans ma vie et donc dans ma vie professionnelle, bien sûr. Mais au-delà de ça, dans la vie professionnelle, c'est pas directement ma foi qui me fait travailler. Je sais pas, c'est une unité de la personne. Après, c'est la magie de la personne. C'est la magie du catholicisme aussi. C'est que cette unité de la personne, quand je dis que le métier de journaliste consiste à rechercher la vérité, je crois qu'il n'y a aucune inadéquation entre ce que je suis profondément et le métier que j'exerce. Donc c'est extrêmement confortable. Oui, c'est ça. Vous êtes fidèle à vous-même. J'essaye. Exactement, vous restez fidèle. Louis de Gouillon-Matignon, très chouette de vous avoir ce soir. Vous êtes juriste, toujours libéral-libertaire. Nicolas Gardère sort de ce corps. Allez-y pour vos questions. Bonsoir madame. Bonsoir. Je n'ai pas vraiment de questions, mais en fait je voulais revenir sur quelque chose avec vous. Je regarde un petit peu le débat médiatique aujourd'hui. Je ne vous connaissais pas jusqu'à ce que Martial me parle de vous, donc je suis allé regarder un petit peu qui vous étiez. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que, et c'est de ça dont je voulais parler avec vous, il y a de plus en plus de gens qui parlent médiatiquement, il y a de plus en plus de gens qui parlent, c'est-à-dire que maintenant il y a des émissions de talk-show à peu près tous les jours, des gens qui donnent leur avis sur à peu près tout, à peu près rien. Il y a d'ailleurs aussi pas mal de gens de droite maintenant qui donnent leur avis, donc c'est vrai que je pense que c'est un petit peu moins moderne de donner son avis quand on est à droite aujourd'hui. Je pense à une jeune fille comme Eugénie Bastier, je pense à Charles Consigny sur On n'est pas couché, je pense à Zemmour qui a encore fait beaucoup de plateaux. Il y a de plus en plus de gens qui sont à droite et qui parlent, mais de façon générale, dans le paysage médiatique, il y a de plus en plus de gens qui disent de plus en plus rien. Et en parallèle de ça, on constate que les gens ne vont plus du tout vers la politique et que les gens se désintéressent de la politique. Donc ma question, elle est un petit peu simple, c'est plus une discussion, c'est vous n'avez pas l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent, mais au final, il se passe de plus en plus rien. Et donc, qu'est-ce que vous, en fonction de ça, voudriez qu'il se passe? Et en fonction de ça, comment est-ce que vous vous positionnez? Voilà. Alors... La discussion permanente, c'est vachement réac. La discussion permanente, c'est vachement réac. C'est un vaste sujet. La dépolitisation de l'espace public, elle est due d'abord aux hommes politiques qui ont voulu... elle n'est pas nouvelle et je ne crois pas qu'elle soit d'abord médiatique. Ensuite, la baisse du niveau de la réflexion intellectuelle, etc., elle est due à un nombre incalculable de choses. Elle est due d'abord à des décisions politiques et notamment au niveau de l'éducation. C'est un grand tout. Après, que sur les plateaux de télévision qui sont devenus beaucoup plus nombreux, beaucoup plus récurrents, beaucoup plus collés à l'actualité, qu'il y ait moins de réflexion, c'est une évidence. D'ailleurs, à mon avis, on est tous un peu d'accord sur le constat. Après, je pense qu'il y a quand même des questions qui reviennent. Alors, vous avez dit, il y a de plus en plus de gens à droite. Souvent, il y a des gens qui disent qu'il y a une droitisation des médias. Je pense qu'il faut rester calme quand même. Une droitisation des médias, je pense que on peut être serein. À travers le monde, à travers l'Europe, il y a quand même... Aujourd'hui, les gens retournent vers les valeurs un peu plus traditionnelles. Alors justement, je pense qu'il y a un retour du pluralisme qui a été un peu imposé. Et je ne pense pas que ce soit un retour du conservatisme. Je pense qu'il y a des questions qui sont inhérentes à la nature humaine, la nature qu'on a voulu chasser et qu'on ignore même. Et je pense qu'il y a des permanences qui sont liées à l'homme et même à l'homme politique, en fait, à sa vie en société, et qui sont en train de reprendre le dessus. Et donc,
c'est peut-être là que le terme de bioconservateur n'est pas complètement idiot, c'est qu'à l'époque du tout écologie, où on nous parle d'écologie du matin au soir, sur des sujets parfois un peu éloignés des préoccupations directes des gens, on va leur parler de réchauffement climatique en leur expliquant qu'il faut absolument qu'ils éteignent leur robinet quand ils se lavent les dents. Moi, je veux bien, mais j'ai toujours pas très bien compris à quel moment ça allait contrebalancer l'action de la Chine, quoi. Mais pour faire très simple, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment où on ne comprend pas. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple sur le populisme, parce que c'est ça que vous évoquez, j'imagine, dans la résurgence des populismes en Europe. Pas que ça, la volonté, à travers un petit peu le monde, de revenir vers des valeurs plus fondamentales. Justement, vous avez parlé juste de nature humaine. Moi, je ne partage pas votre point de vue sur la question de la nature humaine. Elle est toujours changeante, la nature humaine. Et je pense qu'aujourd'hui... Non, vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de revenir à des choses qui ont précisément marqué toute l'histoire de l'humanité. Non, je ne parle pas de toute l'histoire de l'humanité. Je parle de valeurs qui ont été très présentes sur le cours des dernières années, mais au sens du temps long, au sens gros du terme. Deux questions seulement. Pardon. Je prenais l'exemple du populisme parce qu'à mon avis, il y a quelque chose de très fort. Donc, on a parlé de vagues populistes et on s'est en permanence attardé sur les personnalités qui représentaient le populisme. Et personne ne s'est attaqué finalement à essayer de comprendre la vague elle-même. La vague, elle est populaire. Elle n'est pas du côté de ceux qui incarnent aujourd'hui le populisme. Elle est du côté de ce vote. Et la chose qui unit, parce que les partis peuvent être très différents, la chose qui unit effectivement cet élan qui existe un peu partout en Europe et même d'ailleurs ailleurs dans le monde, c'est la volonté de demeurer. Et la volonté de demeurer, c'est une permanence de l'histoire de l'humanité. C'est pas nouveau. Alors on veut nous le recaler dans l'histoire, souvent aux années 30. Ça n'a pas de sens. Le seul fait de vouloir des enfants, et par ailleurs une société qui est en permanence en train de sacraliser le désir d'enfant, c'est également la volonté de demeurer. Cette volonté-là, elle est effectivement omniprésente, et comme on l'a chassée d'un côté, on va vouloir la sacraliser de l'autre. Mais en fait, je crois qu'on revient à des choses qui sont essentielles et qui correspondent simplement à ce qu'on est profondément, en fait. Ma seconde question, c'est... Ma seconde question, c'est demeurer face à quoi ou face à qui? Et enfin, comment est-ce que vous voyez l'avenir des choses dans les 50 prochaines années pour la France, pour l'Europe et pour le monde? Quelle est votre vision à long terme là, on a 8 heures. Ça très bien. Je dis tout de suite aux téléspectateurs avec nous sur TV Liberté, nous allons ouvrir une période de 8 heures de discussion sur les années 2050. J'espère être là. Je dis ça en passant. Oui, Martial. Demeurer face à qui et face à quoi? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a évidemment la question de l'immigration, et là encore, cette volonté de demeurer, je pense qu'elle est précisément elle est forte parce que le symptôme est très fort. En fait, l'immigration, pendant très longtemps, a été d'abord acceptée, puis subie silencieusement. Et aujourd'hui, il y a une espèce de révolte en disant on ne peut plus continuer comme ça, en tout cas. Donc, c'est pas forcément... mais je pense... Enfin, voilà, il y a, comment dire, le consensus se fait sur la question de l'immigration. En revanche, la question qui n'est pas posée, ou en tout cas qui a du mal à émerger, à mon avis, c'est une fois qu'on reconnaît qu'effectivement l'immigration met en danger finalement l'unité d'un peuple, et ça on le voit jusqu'à Gérard Collomb, qui l'a lui-même vu, donc a priori ça doit bien se voir quand même. Derrière ça, c'est qu'est-ce qui nous unit finalement? Si demain la question de l'immigration est réglée, c'est-à-dire qu'on réussit à nouveau à savoir imposer une culture qui soit commune, à rétablir une idée de nation, comme l'a évoqué lui-même Emmanuel Macron, mais qui ne dit jamais comment il va faire, autour de quoi on unit les gens, ça c'est la question qui ne vient jamais après la dénonciation d'une immigration massive qui n'a pas su être gérée. Et je pense que du coup, face à qui, face à quoi, cette volonté de demeurer, c'est à la fois de résister à quelque chose qui nous est extérieur, que ce soit sur le terrain culturel, religieux ou en fait civilisationnel. Donc il y a d'abord cette question-là, et du coup derrière, ça veut dire qui on est nous et notre civilisation. Je pense qu'on en parlera au moment de l'ensauvagement. Au moment de parler de l'ensauvagement, c'est en fait une perte de civilisation. Donc non seulement on s'oppose à une civilisation qui est différente et qui arrive chez nous, mais en fait on a même perdu la nôtre. Donc face à qui et face à quoi? C'est d'abord face à quelque chose qui nous est étranger et face à ce qu'on n'est même plus nous-mêmes, je crois. Martial. Non, je crois que c'est Édouard qui a encore une question à poser. Non, c'est vous, Martial, non? Non, je pense que c'est Édouard qui a encore une question à poser. à poser. Ah bon, alors on va pas se battre, alors c'est vous. Je veux bien poser une question, mais... Bon, je crois que Charlotte a eu son lot de compliments, de flatteries pour la soirée. Être brillante, c'est très bien, mais bon, au vu des circonstances, que d'ailleurs vous décrivez à l'instant, ça ne suffit pas. Donc moi, j'ai envie de savoir, Charlotte, c'est un peu l'avenir, de regarder vers l'avenir. Quelle sera la prochaine étape de Charlotte Dornelas? Que faut-il attendre de Charlotte après la campagne médiatique qu'elle s'est prise dans la figure? Que va-t-elle faire? Va-t-elle, je ne sais pas, écrire un essai, par exemple?
Alors, c'est pas prévu, là. Non, je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire, qui me prend beaucoup de temps. J'ai pas spécialement du temps libre. Je me vois pas aujourd'hui changer l'activité que je suis en train de faire. Je vais continuer à travailler, à essayer de défendre mon travail. Donc, ce que je vois, les conclusions auxquelles j'aboutis et participer au débat médiatique qui est devenu, ou que j'espère qu'il deviendra encore plus, un débat d'idées. Je crois qu'il y a quand même un retour du débat d'idées qui est encore flou, et parce qu'on est faible en fait sur ce terrain-là, parce qu'on est malgré tout les enfants de notre époque et qu'on est tous passés par l'école, et qu'on a du mal à réfléchir, on a du mal à penser, et on a même du mal à aller sur ce terrain-là. Je crois qu'il y a un retour, il y a une volonté de retour sur ce terrain-là, et donc je pense continuer à faire ça. En tout cas là, immédiatement, c'est ce que je compte faire. Caroline, Martial, j'ai le temps d'une deuxième question. C'est 2 questions, c'est pas 22 questions. Quand on s'imagine Charlotte, ou quand on l'observe dans les médias, il y a quand même quelque chose d'assez frappant, c'est la constance de ses principes, etc. Est-ce qu'il y a certains éléments, certaines choses sur lesquelles vous avez évolué depuis, disons, 3 ans, je crois. Disons que vous êtes sur les plateaux depuis environ 3 ans. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai évolué? Des choses sur lesquelles j'ai affiné sans doute mon propos. Évoluer, c'est-à-dire changer d'avis, quoi. Pas forcément. Oui, c'est vrai qu'affiner, c'est un peu botté en touche, mais c'est quand même y répondre. Non, mais parce que, je sais pas, vous avez peut-être un exemple, vous pensez peut-être à quelque chose en particulier? Ah non, pas du tout, non. Non. Je ne suis pas dans la tête de Charlotte Dornelas. Il y a un truc sur lequel j'ai changé, mais je ne suis pas sûre que c'est un rapport avec mon activité médiatique. J'ai cru, comme beaucoup de gens, mais ça vous fera une transition pour le premier sujet, j'ai cru, comme beaucoup de gens, que Emmanuel Macron réussirait à faire une chose, c'est à rétablir au moins un désir de verticalité. Je ne crois pas qu'il l'incarnait de manière profonde, mais au moins à rétablir ce désir-là. D'ailleurs, il y a eu un élan. Au tout début sur la fameuse fonction présidentielle, etc. Bon, ça s'est bien pété la gueule, hein, pour le dire aussi vulgairement qu'il n'a pu l'être. Mais bon, voilà, mais c'est beaucoup plus par rapport au président de la République lui-même qu'à mon activité médiatique. Après, c'est parfois sur des détails, oui, dans les débats. J'écoute quand même ce qui est dit, j'écoute ce qui est en face de moi. Il m'est arrivé d'affiner. C'est pour ça que je dis affiner. Je n'ai pas changé radicalement d'avis sur des sujets, surtout qu'en général, quand je parle de la question effectivement du manque d'intégration, de l'assimilation impossible, de l'immigration, de la trop grande immigration absolument ingérée depuis 40 ans, quand je parle de la PMA ou de la GPA, je n'imagine pas que je puisse changer radicalement d'avis sur ces sujets-là demain. En revanche, oui, parfois j'affine parce que voilà, il y a des contradictions qui sont parfois à la fois intelligibles et intelligentes, et qui me font réajuster ma vision et donc mon propos. Alors Ignace s'est encore surpassé, hein, évidemment, pour Charlotte. Charlotte Dornelas est sur CNews, donc une journaliste de conviction sur les plateaux de télévision et qui chante cathodique et française toujours. Apparemment... La nièce de Monseigneur Dornelas, évêque de Rennes, est la grande invitée de l'émission Politiquement Incorrect Bistro Liberté. Allô tonton, pourquoi tu tousses? Et alors là, je laisse les téléspectateurs juges, et on en a tous pour notre grade, autour d'un thème d'ailleurs, qui est celui du vin, ce qui est logique au Bistro Liberté. Stéphanie Bignon de Terre et Famille, qui aime cette terre qui ne ment pas, ni le vin d'ailleurs, car in vino veritas. Exactement. On le reconnaît bien à ses oreilles, Martial Bilb, l'animateur modérateur, car il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, bah, bien sûr. De l'eau de vie. Évidemment. Il y en a pour vous aussi, Louis. Hein. Louis Gouillon de Matignon qui ne manque jamais une occasion pour célébrer les gens du voyage. Vive les Roms. Édouard Chano, très bien croqué, Édouard Chano, c'est bien lui. Hein. Édouard Chano de Spoutnik. J'aime bien Bistro Liberté, mais ça manque de vodka. J'apporterai. Et alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, sacrément mignonne. Caroline Parmentier, co-animatrice à Bistro Liberté et journaliste à présent. Je cumule en fumant un gros pétard en forme de présent. Tout de suite, on passe au premier débat politique de cette soirée. Macron, c'est cuit ou c'est reparti ?
Macron, c'est cuit ou c'est reparti? L'exécutif dispose d'un nouveau gouvernement. 15 jours de réflexion pour relancer l'action politique du chef de l'État et pour, selon les propos de François Bayrou, remettre les choses en ordre. Ce remaniement suffira-t-il à faire taire un Philippe de Villiers qui ne cesse de dire que Macron est cuit, ou faire oublier la cinglante prophétie de Nicolas Sarkozy? Tout cela se terminera en force. Macron, c'est cuit ou c'est reparti? Je vous ai connu macroniste. Oui, non, mais bien sûr. N'exagérons rien. Un petit peu quand même. Je me rappelle d'un débat ici. Interloqué par le personnage. Oui, interloqué par le personnage. C'est vrai, oui. Alors, il vient de mettre en place un gouvernement. La parité est totalement respectée, comme ici d'ailleurs, autour de cette table pour une fois. C'est vrai en plus. Pour une fois. Il y a de la nouveauté, il y a de la société civile, il y a de la jeunesse, il y a du renouveau. Il y a de la compétence. Sérieux, là? Non, mais je suis sérieux, j'essaie de vous faire plaisir. Alors, la lune de miel est terminée avec Emmanuel Macron depuis un bout de temps. Ça y est, vous êtes raccord avec la une de Valeurs Actuelles, alors. C'est ça. Ça y est. Enfin. Non, je comprends pas en fait cette tendance à commenter pendant 15 jours un remaniement qui va venir. On se dit peut-être qu'il y aura un tel machin, enfin on dit rien. Alors là, pour le coup, vraiment, là, c'est le grand rien. C'est vous les journalistes qui avez fait 15 jours de psychodrame, c'est pas lui. Quand ça dure une demi... Non, mais je vous donnez raison, je ne vous accusez pas. Quand ça dure une demi-journée, comme à l'habitude, ça va. Long. Quand ça dure 15 jours, c'est long. Mais là, Macron, il nous a fait du Macron. Enfin, oui, il a mis une petite dose de société civile, une petite dose de centre, une petite dose de gauche du centre de la gauche, non, gauche du centre, petite touche de droite du centre. Et puis alors à la fin, on nous dit tout le monde est servi. Ça m'a échappé quand même. Il a refait exactement la même chose qu'il avait fait pour le premier gouvernement. Seulement, il y avait quelques personnalités qui étaient parties un peu en claquant la porte. Et il nous a redit, je vais remettre de la société civile. Honnêtement, il n'y a rien de nouveau dans ce gouvernement, à la fois sur la ligne. La seule chose qui a changé par rapport à Emmanuel Macron, je crois, beaucoup plus que lui-même, c'est la perception qu'on a d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que depuis le début, il avait placé son action sur le terrain de l'efficacité, Emmanuel Macron, en disant, écoutez, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce pays, et il y a beaucoup de gens qui avaient été séduits par le constat qu'il a fait. Mais il y a beaucoup de gens avec qui on s'entend sur le constat. Il y a évidemment plein de choses qui ne vont pas. Sauf que lui, il arrive derrière et il dit, maintenant, vous êtes avec moi ou contre moi, c'est-à-dire que ça ne va pas, on est tous d'accord, tout le monde dit oui, et il dit, du coup, je vous propose la solution. Elle n'est pas politique, parce que moi, j'ai dépassé tous vos vieux clichés, tous vos vieux clivages politiques, etc. Donc moi, je me place sur le terrain de l'efficacité. Si vous êtes d'accord, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes extrémiste. C'est comme ça qu'il a créé une opposition qui a du mal, en plus, à se constituer politiquement. Et donc, il a évacué la question de l'opposition politique parce qu'il s'est lui-même évacué du terrain politique. Sauf que depuis quelques mois, il est revenu de force sur ce terrain politique parce qu'il s'est mis à gouverner, il s'est mis à faire des choix, et que là, le clivage réapparaît naturellement, puisque quand on gouverne, on fait des choix, et alors nécessairement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas, ils sont légitimes à ne pas être d'accord. Et Emmanuel Macron, au début, a refusé cette légitimité de la contestation sur le terrain politique, et ça a fini par lui brûler les ailes. Donc là, il apparaît comme extrêmement esseulé. Même autour de lui, ça a l'air d'être un peu la panique, personne n'arrive à comprendre, parce que, pardon, mais si au bout de 15 jours, il accouche d'un gouvernement pareil, c'est quand même, il a dû avoir un peu du mal à... Pas comme s'il nous avait sorti des stars, quoi. C'est pas vrai, Franck Riester. Ah, Franck Riester, ouais. C'est pas une star. Je sais pas, moi, ça fait une semaine, enfin, pas une semaine, du coup, 3 jours, que j'entends partout qu'il a même été pioché à droite, Franck Riester. LOL. Pardon, comme disent les jeunes. Mais il a fait César, Non, il a son titre de gloire quand même. Il a été opposé au mariage homosexuel, c'est quand même aussi un titre de gloire. Alors, il faut quand même saluer le courage. Chapeau l'artiste, non ? C'est vrai que c'était courageux à l'époque. Et original, très original. Non, mais il a pris dans son entourage idéologique, il a pris les gens qui lui ressemblaient, comme depuis le début. Le gros malentendu depuis le début de ce quinquennat, c'est qu'on a dit il a réussi à rassembler des gens de droite et de gauche. Mais c'était des gens qui étaient à droite et à gauche, mais qui n'étaient ni de droite ni de gauche, qui étaient profondément du centre, c'est-à-dire qu'il a réussi à réconcilier les libéraux et les libertaires, on va dire. Il a réussi à reconstituer ce qui était un malentendu et une fracture dans les deux partis, à gauche et à droite. Donc en fait, il continue lui sur sa lignée, sur ce qu'il est,
Et il agrège autour de lui les gens qui continuent à se retrouver dans cette politique-là. Libéral et libertaire, la transition est toute trouvée. J'en ai un sur le plateau qui va défendre Emmanuel Macron, Louis de Bouillon-Matignon. Non, mais moi je trouvais que c'est un bon président. Je continue à penser que c'est un bon président. Je le préfère à Hollande et je trouve qu'il est plus dynamique. Pas non plus exagéré, non, c'est vrai. Mais vous savez au point où on en est en France, si on regarde à nos grandes économies, si on regarde à notre situation géostratégique, si on regarde à la francophonie, si on regarde à nos hôpitaux, si on regarde à nos prisons, vous savez, c'est déjà pas mal qu'on ait quelqu'un qui soit pas totalement catastrophique. On s'entend, mais qu'a changé Emmanuel Macron Pas grand-chose, pour la raison simple que les gens se désintéressent de la politique, et c'est quelque chose qu'en France on a du mal à admettre. Mais lui aussi. Pour une raison simple, juste, excusez-moi, c'est qu'en fait, en France, c'est vraiment une culture, la politique, pour nous, un peu comme en Italie, un peu comme en Angleterre. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on est en train de glisser vers un terrain où la politique disparaît. Je considère, au sens de l'histoire longue, au sens brodélien du terme, n'est-ce pas, que la politique est un sous-produit de l'économie. Aujourd'hui, l'économie est tellement forte qu'on peut se passer de politique. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, mademoiselle, que voilà, il y a de plus en plus de gens qui parlent à la télévision, il y a de plus en plus de gens qui parlent à la radio, et pourtant les gens ne votent plus, les gens n'ont plus vraiment d'idées politiques. En revanche, les gens veulent créer des start-up, les gens veulent voyager, les gens veulent apprendre des langues nouvelles, les gens font attention à leur alimentation, les gens se mettent davantage au sport, les gens communiquent davantage entre eux. Le monde est en train de changer et la politique est en retard par rapport à ce monde, parce que ce monde est devenu trop rapide. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui n'arrivent plus à gérer la situation, et c'est l'une des raisons notamment pour lesquelles les gens se désintéressent de la politique. Et qu'on ait quelqu'un de droite ou de gauche, de toute façon, les gens, c'est terminé la politique en France, et il faut le comprendre ça. Tout le monde avait pensé que Macron, justement, parce qu'il incarnait quelque chose d'assez synthétique, n'est-ce pas, entre la droite et la gauche, allait peut-être pouvoir, comment dirais-je, driver un petit peu le pays vers des choses nouvelles. Il était jeune, il présentait super bien, il parlait plutôt bien, il avait une vision de ce que devait être la France sur le plan des relations internationales. Non, mais depuis quelques mois, son image s'essouffle. Ah bah d'accord, parce que je sais qu'il était l'autre jour, était un peu sombre. Et au final, Macron n'a pas réussi à, comment dirais-je, relancer les gens là-dedans. L'extrême droite, ça ressemble plus à rien, la droite parlementaire ne ressemble plus à rien, la gauche, c'est ridicule. J'ai vu, excusez-moi aujourd'hui, mais l'arrestation, la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un scandale la façon dont il se comporte face aux forces de l'ordre, face à l'État. La perquisition et l'organisation de la perquisition est au moins aussi scandaleuse. J'ai trouvé que c'était il y a une égalité dans le scandale. J'ai trouvé que c'était assez brutal la façon dont Jean-Luc Mélenchon réagissait. Ça m'a profondément choqué. J'ai trouvé que voilà, c'était pas bien de la part d'un homme d'État aussi important. Pardonnez-moi. L'extrême gauche, il n'y a rien de nouveau. Non, mais ça, c'est un autre débat. Mais sur la question de, voilà, Macron, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? C'est quelqu'un qui a essayé de driver le pays vers le haut, mais aujourd'hui, il ne se passe rien parce que les gens... Vous ne pensez pas que Castaner, à l'intérieur, on va le sentir passer, non ? Vous ne pensez pas ? Mais je crois que les gens ne savent même pas qui c'est. Ah oui, non, mais ça... communautariste, le voile catholique de nos mamans, l'islam, une religion de bonheur et d'amour. Vous ne pensez pas vous pensez pas que c'est de la politique, justement ? Les gens se désintéressent totalement de toutes ces questions-là. Mais c'est complètement faux. Vous, peut-être, vous en désintéressez. Oui, alors vous voulez dire les gens souffrent là où ils se trouvent. Oui, ça c'est possible, en effet. Non, mais les gens sont ailleurs. C'est quand même curieux, alors que Gérard Collomb est parti en nous avertissant sur le risque de séparatisme communautaire, qu'Emmanuel Macron nomme le plus communautariste de ses ministres pour relever le défi. Ça vous paraît pas étonnant ? Ce qui est important, c'est où est-ce qu'on va en tant que civilisation en Europe et comment est-ce qu'on construit une Europe qui permet de reprendre de la place dans le monde. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de se diviser. Excusez-moi, juste je termine, mais l'Angleterre part je ne sais où, la Grèce mendie pour manger, la Hongrie, la Bulgarie ont des régimes fascisants. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va en tant que civilisation ? Où va l'Europe ? C'est ça la question que je pose. Où est-ce qu'on veut aller dans les 50 prochaines années ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question de la francophonie avec nos partenaires que sont les pays d'Afrique francophone et Québec notamment ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question du spatial ? Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas plus de place sur la question du spatial ? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'écologie ? À part Besancenot, moi je n'en connais pas qui parle aussi vite que Besancenot. Vous arrivez à faire un programme politique en 3 minutes, mais c'est formidable. Formidable. Où est-ce qu'on va ? Non, mais il y a plusieurs choses. Alors déjà, vous me posez des questions qui relèvent précisément de l'homme politique que je ne suis pas, de la femme politique en l'occurrence que je ne suis pas. Vous avez une parole publique, et aujourd'hui, les deux se confondent. Vous le savez très bien. Si en théorie politique, on comprend bien que la parole publique se confond avec celle de l'homme politique. Vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que l'Europe va faire dans le spatial et dans le monde. Pardon, mais je veux bien vous donner ma réponse. Je pense que tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas mon métier. Non, mais c'est pas mon métier de donner cette réponse-là. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Vous avez dit le monde va trop vite et du coup, plus personne ne s'intéresse à la politique. Or, vous avez précisément un président. L'économie. Précisément parce que l'économie a pris le pas sur la politique. Or, vous me parlez d'Emmanuel Macron comme quelqu'un qui va réussir à relever le défi de cette société. Or, qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron sur ce terrain-là ? Il vous dit, alors, la politique, vous en êtes désintéressé, donc oubliez-la complètement. On va aller totalement sur le terrain de l'économie, parce que c'est ce qu'il a fait pendant toute la campagne, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis qu'il est élu. Il met sur ce terrain de l'économie uniquement le terrain de l'efficacité, et ensuite il vous dit le monde va trop vite, c'est parce que nous allons trop lentement. Donc le monde va trop vite, mais en fait on va aller plus vite. Et donc à la fin,
on a exactement ce qu'est devenu Emmanuel Macron aujourd'hui, ce qu'il a effectivement toujours été, parce qu'en fait c'était assez flou, parce qu'il a mené une campagne volontairement floue qu'il n'a même pas eu besoin de mener. Et donc à la fin, on est en train de découvrir ce qu'est Emmanuel Macron. C'est effectivement quelqu'un qui dit la politique doit se plier devant l'économie parce qu'on est entré dans une autre ère. Là où je ne vous rejoins pas du tout, c'est quand vous dites les gens s'en sont désintéressés, donc de toute façon ils vont suivre Emmanuel Macron. Mais pardonnez-moi, mais tous les résultats... vous me dites que les gens se sont désintéressés des questions politiques. Il y a de plus en plus de gens qui parlent, mal d'ailleurs. Non, mais ça, c'est sur le terrain médiatique. Là, je vous parle des gens, des vrais gens. Quoi. Madame, la politique, elle se passe sur le terrain médiatique. Non, mais ok, mais là, j'ai trouvé mon Gardère. C'est parti. Non, justement, c'est peut-être le plus grand fossé entre le monde médiatique et les gens, les vrais gens, parce que moi, quand on dit les gens, je ne pense pas d'abord au monde médiatique, effectivement, c'est peut-être le malentendu depuis le début, mais le plus gros fossé entre le monde médiatique et les gens, les peuples, en fait, en Europe, c'est que les peuples sont précisément en train de revenir, ou en tout cas en train de réexiger des réponses sur le terrain politique, quand le monde médiatique suit le monde politique sur le terrain de l'économie. Charlotte, je vous arrête tous les deux. Il faut qu'on poursuive. Il nous reste que quelques minutes. Dans les pro-Macron, Radio Sputnik, Édouard Chalot. En effet, alors bon... il vous aime bien, il vous connaît, il vous apprécie. Il nous adore, il nous suit, il regarde chacune de mes vidéos. Alors, est-ce la raison pour laquelle... Mais c'est vrai que vous n'avez plus le droit d'aller aux conférences à l'Élysée, etc. Vous êtes interdit. Oui, en effet, ça fait quelques temps. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir... Bravo. Je n'ai même pas ma carte de presse, hein, donc c'est dire. Alors, est-il cuit... Vous êtes un vrai journaliste Pardon ? Rien. Non, je ne suis pas journaliste. Oui, je vais me faire du mal. Est-il cuit à point, saignant, reparti Bon, Charlotte, est-ce que vous connaissez un type qui s'appelle Karl Rove ? Non, je vous pose la question parce qu'il est américain et vu que je sais que vous avez une fois eu l'interdiction d'entrer sur le territoire américain. Et lui, c'est le premier américain qui découvre, alors il n'en connaissait pas d'autres. Non, mais Karl Rove était connu il y a une quinzaine d'années. Il était à George W. Bush ce que Bannon est à Trump. Ça veut dire un stratège, un génial stratège électoral comme l'Amérique sait en produire du fait de son système électoral particulièrement complexe et bourré de statistiques, etc. Et ce stratège électoral pensait que la meilleure manière de tuer son adversaire politique, ce n'était pas de taper sur son point fort, ce n'était pas de taper sur son point faible ou ses sbires, etc. C'était justement de taper sur son point fort. Il fallait taper le plus brutalement possible pendant toute la durée d'une campagne américaine sur son point fort. Et en l'occurrence, avec Emmanuel Macron, ce qui saute aux yeux, c'est que personne ne lui a tapé sur son point fort, à savoir ce que Charlotte mentionnait il y a quelques minutes, la verticalité qu'il avait assumée. Il s'est lui-même tiré une balle dans le pied. C'est quand même sidérant à ce point-là. Je pense que la date peut-être la première à retenir, c'était la fête de la musique. Ça a touché un public particulièrement sensible à ce genre d'image et plus largement la population française. Et puis depuis la fête de la musique, je pense qu'on peut enchaîner une bonne dizaine, si ce n'est une douzaine de petites anecdotes qui à chaque fois ont touché les Français sur leur conception de la verticalité, de la présidentialité, etc. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt tendance à penser qu'il est peut-être pas totalement cuit, mais en tout cas... ça, c'est que de la forme. Enfin, ça, c'est que de la com. Oui, mais non, mais la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, ça me surprend. Non, sérieusement, ça me surprend de votre part. D'accord, il a fait une photo qui n'a pas plu. Enfin, ça n'empêche pas qu'il peut mener les réformes, qu'il y ait les lois qui passent, que la société avance avec lui. Enfin, non, moi, je ne vais pas prendre la défense d'Emmanuel Macron, ne faites pas ça. Enfin, restez pas sur une photo, quoi. D'accord, il manque de verticalité, mais il y a que Charlotte Dornelas qui pensait qu'il avait de la verticalité. Je prends. Prenez. Je ne suis pas sûre d'être la seule, mais... Non, sérieusement, c'est pas que de la forme, ça. C'est un problème de com, mais si les lois étaient bonnes, on s'en fiche, quoi. La forme est importante. Si, d'ailleurs, je crois que la forme est importante, et c'est d'ailleurs l'espèce de... on va dire, de nuage d'attente qu'il y a eu autour d'Emmanuel Macron au tout début, avant qu'il ne prenne des décisions et avant qu'il ne se mette à gouverner, montrait qu'il y avait quand même aussi une nécessité de forme. On avait un président avant qui était François Hollande, où tout le monde a commenté le fait qu'il pleuve à chaque fois qu'il sort. Le pauvre, c'est sans doute un des seuls trucs auxquels il ne pouvait rien pendant son quinquennat, mais il descendait des marches sur une estrade, il se cassait la figure tout le temps. Je suis d'autant plus... Non, mais... D'accord, mais Sarkozy, il arrivait, il disait casse-toi pauvre con. Chirac, il arrivait, ça faisait rire tout le monde. Je veux dire, voilà, même le général de Gaulle, je pense qu'à l'époque, on devait dire sur la forme qu'il était grotesque. Je ne suis pas sûre qu'on aurait osé, mais
je crois que le gros malentendu d'Emmanuel Macron, c'est que quand il a parlé de la fonction présidentielle et de la volonté de la resacraliser, il a évoqué à ce moment-là la figure du roi. C'est lui qui l'a évoqué par 2 fois. Le jour alors une fois avant qu'il se lance dans la candidature et le jour de sa candidature où il était à Saint-Denis, où il a dit il y a un grand absent dans la démocratie, le roi. Je pense que les Français n'ont jamais voulu que sa tête tombe, etc. Il a lui-même été sur ce terrain-là. Mais je crois que l'erreur qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de ne pas comprendre ce qu'était cette verticalité. C'est-à-dire que le roi à l'époque, même en stratégie, même sans parler de droit divin, même en stratégie politique, la monarchie a toujours fait l'alliance avec le peuple contre les élites. Elle a tenu toujours comme ça, c'est-à-dire que le roi était proche de la pauvreté, c'est ça qu'il voulait comprendre, en tout cas qu'il soit proche ou pas directement, et c'est d'ailleurs par ça que la monarchie a commencé à pécher, on va dire. Or, Emmanuel Macron, non seulement il a fait l'inverse, mais ça a commencé à se voir, parce qu'il a beaucoup parlé du peuple, des élans du peuple. Quand je parlais tout à l'heure du constat, il a su avoir des mots très justes qui ont touché les gens, et ils se sont dit, en fait, il a compris. Parce que je pense qu'Emmanuel Macron avait compris, en tout cas sur le constat, certains problèmes. Sauf qu'Emmanuel Macron, comment est-ce que les gens ont compris qu'en fait, il ne se préoccupait que du mandat qu'on lui avait donné, beaucoup plus que des gens qui lui avaient donné ce mandat. Et pourquoi ? Quand il va dans la rue et qu'il explique à un chômeur qu'il faut qu'il traverse la rue. Alors, on peut lui dire, effectivement, il y a plein de gens qui ont expliqué que sur le terrain de, on va dire, macroéconomique ou même de la politique économique, il n'avait pas complètement tort parce qu'effectivement, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, quand il est en face d'une personne, qu'il la regarde droit dans les yeux, il lui cale son programme politique ou même sa compréhension de la problématique économique du pays, alors qu'il a en face de lui une personne. Et je pense que c'est là qu'on a commencé à voir le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne considère pas, il n'est pas capable d'écouter des personnes qu'il a en face de lui. Et donc il dit, la France est une start-up, on va y aller avec les gagnants, et les autres, il n'est même pas capable de les entendre quand il les a en face de lui. C'est dramatique pour un chef. Et là, on comprend que, outre effectivement les questions de la fête de la musique, bon là, on comprend je ne sais pas très bien ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là pour se dire, j'ai sacralisé le truc pendant 6 mois, puis je vais aller poser avec des mecs en barésie, à moitié accroupis sur mon tapis. Enfin, je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Mais je veux dire, au-delà d'une photo... Voilà, c'était des artistes. Je viendrai pas faire la fête avec vous, Martial. Mais au-delà, il est comme ça. Au-delà d'une photo, c'est, je crois, la question de la verticalité sur le fond, qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris en quoi il voulait être un chef et de qui il devait être le chef, surtout. Pardonnez-moi, excusez-moi. 2 choses. D'abord, verticalité et distance avec les gens, il ne faut pas forcément l'amalgamer. C'est-à-dire qu'on peut être vertical en étant proche des gens et même parfois on se comporte... c'est précisément ce que je suis en train de vous dire. Quasi vulgairement. Mais il n'est pas proche des gens, il les écoute pas. C'est ce que vous venez de critiquer sur lui, c'est-à-dire qu'il est trop proche des gens, il fait des selfies avec des gens, voilà, etc. Donc, en tout cas, c'est de cette proximité-là à laquelle je faisais référence. Et ensuite, sur la question de la verticalité, pour avoir une verticalité, il faut avoir un projet. Et j'aime bien Emmanuel Macron, mais il n'y a pas une grande ligne directrice, il n'y a pas de projet. C'est-à-dire que vous auriez pris n'importe quel président, n'importe quel homme qu'il soit, s'il n'a pas un projet, ce qui crée le projet, ce qui crée la verticalité, c'est le projet. C'est-à-dire qu'Alexandre le Grand arriverait sur ce plateau, on se lèverait, vous voyez ce que je veux dire, mais n'importe quel autre président qui soit quelqu'un avec de la verticalité, qui soit quelqu'un avec une forme de stoïcisme ou de, comment dirais-je, distance vis-à-vis des autres, je ne crois pas que ce soit vraiment important. Je crois que ce qui compte, c'est d'avoir un projet et une vision. Et dans la mesure où aujourd'hui la politique disparaît, je pense qu'on va avoir de plus en plus de mal à retrouver de la verticalité en politique, tout simplement parce que la politique disparaît. Donc il y a de moins en moins de projets. Comment voulez-vous que les gens incarnent quelque chose de grandiose ? Parce que je trouve ça sympa d'incarner quelque chose de grandiose. Je trouve qu'un président qui soit fort, qui envoie du lourd, qui puisse taper du poing sur la table et que le monde puisse vibrer au moment où il tape le poing sur la table, je trouve ça bien aussi, en particulier au niveau européen. Je souhaiterais qu'il y ait une espèce de figure forte à la tête de l'Europe qui puisse faire entendre nos intérêts. On a Juncker, il est fort. Mais je pense que le projet dont vous parlez, d'abord, ne peut pas se jouer au niveau français parce que la France dépend trop des partenaires internationaux. Donc on peut c'est en ça que vous rejoignez le projet d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi. Une intégration à l'Europe, c'est un projet et même politique. Excusez-moi, il en parle comme on parle d'écologie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il en met un petit peu parce que ça fait bien dans les médias, mais je ne pense pas qu'il soit passionnément européen. Je ne crois pas qu'il ait une vision au sens, encore une fois, longue. Je crois que c'est son seul projet, au contraire. Ah non, moi je crois que son projet, c'était d'incarner quelque chose de nouveau et qu'il y a une ouverture à un moment donné. Ça, c'est pas un projet politique, pardon. Vous me parlez de politique depuis le début. Incarner quelque chose de nouveau. Enfin, il a été élu président de la République. Pas avec le public, oui. Non, mais on dit qu'on s'en fiche, en même temps, il a juste été élu président de la République. Et de la France en plus, pas du Zimbabwe, n'est-ce pas ? Donc voilà, la question que je pose, c'est justement, est-ce que vous ne pensez pas que le manque de verticalité, il dépend en réalité d'un manque de vision ? Et ce manque de vision, il n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'Europe. C'est ça la question que je vous pose. On va laisser la parole à Stéphanie Bignon, qui, elle, vous a trouvé de la verticalité. Elle va vous dire le roi. Oui, bien sûr, et au-dessus du roi, Dieu, bien sûr. Ah ben voilà. Donc, oui, moi j'ai toutes les solutions de Stéphanie Bignon. C'est la verticalité parfaite. Ah oui, moi je connais Stéphanie Bignon 100%.
disiez, cher monsieur, que les gens s'intéressent de moins en moins à la politique. Alors, je vous rappelle que Macron a fait l'ENA. Il aurait dû devenir haut fonctionnaire. Il est allé travailler pour Rothschild. En fait, Macron est revenu dans la politique pour finalement, je dirais, transformer les institutions d'État en institutions privées au profit de la grande finance internationale. Donc en fait, pourquoi les gens se désintéressent à la politique? Parce que Macron, qui est la cerise sur le gâteau, le parachèvement d'un plan qui date de très longtemps, c'est de nous voler la politique. On nous a volé la politique, comme on nous la vole au niveau local, par exemple. Et là, j'invite tous ceux qui le peuvent à se présenter dans leur commune pour qu'il y ait des maires, pour qu'il y ait une véritable démocratie. La seule démocratie qui ait un sens, encore une fois, c'est au niveau des communes. Donc on nous a volé la politique. On nous a volé la politique, comme on nous a volé notre industrie. On nous a volé notre industrie, on nous a volé notre agriculture, on nous a volé nos petites, nos PME, on nous a volé nos grandes entreprises, absolument. Je vous interdis de rire, cher monsieur. Pourquoi? Parce que votre rire qui pour moi est très indécent, parce qu'il y a des gens qui, contrairement à ce que vous dites, ne cherchent pas à faire de la gymnastique le soir, à se distraire, et je ne sais, il y a des gens qui cherchent à vivre tout simplement, et qui sont d'une honnêteté parfaite. Alors, se goberge et fasse profit, fasse métier de ce monde de discussion, de je fais des moulinets avec les bras, c'est insupportable à l'heure à laquelle nous vivons. Et je voudrais revenir sur un point. En fait, je pense, moi, que le système est en train de couler. Macron, pas Macron, la question n'est pas là. Nous sommes face au Titanic qui est en train de sombrer, qui est pourtant... Il ne faut pas oublier que le Titanic a été construit insubmersible, tellement insubmersible qu'on n'a pas fait monter les compartiments jusqu'en haut, on a tout décompartimenté. Oui, on a enlevé les compartiments. On a enlevé les compartiments comme aujourd'hui on enlève les conseils municipaux, comme on enlève les frontières, on enlève tout. Parce que le grand vaisseau Europe est insubmersible, parce que le grand vaisseau mondial est insubmersible. Bien sûr, sauf que le Titanic a coulé face à un iceberg, face à une réalité. Et donc, ce Titanic, on peut choisir d'écoper, c'est mon métier la mer, écoper le Titanic pour essayer de le sauver avec une petite écope comme ça. On peut choisir de faire ça. On peut, moi, je libre à chacun d'écoper le Titanic. Hein. On peut aussi, par exemple, on peut aussi jouer de la musique sur le pont en se disant « mais tout va bien, le Titanic est insubmersible, c'est la classe ». Ou on peut construire des chaloupes. Alors, Terre et Famille choisit de construire des chaloupes. Mesdames et messieurs, construisons des chaloupes parce que ça va... Ensuite, je voudrais relever un autre point très intéressant qu'a soulevé Charlotte. Et je remercie Charlotte et son honnêteté intellectuelle dans sa candeur de nous dire « ben oui, moi j'ai cru que Macron peut-être... » Mais c'est formidable ce que vous avez dit, Charlotte, parce que c'est de nos erreurs que nous apprenons. Qu'est-ce que vous avez fait, comme beaucoup de Français? Vous êtes tombé devant le côté séducteur. C'est la séduction même. Et là, je finirai en citant le Christ qui dit à ses apôtres, au moment où ses apôtres lui disent « mais dis-nous, quand est-ce que la grande catastrophe va arriver ?» Et le Christ répond « pas quand ?» Il répond « prenez garde de ne pas vous laisser séduire. » C'est exactement au moment où nous sommes. Nous sommes au moment de la grande séduction avant la catastrophe. Voilà. Alors, ah oui. Et alors, vous avez quoi à dire? Qu'est-ce que vous voulez dire à cela? Vous avez quelque chose à rajouter? Ah, sur là, non, mais là, après la Bible, on ne peut rien ajouter. Alors, allez, dernière question, et je terminerai par vous, Charlotte. Alors, c'est cuit ou c'est reparti pour Macron? Réponse simple, c'est cuit, c'est reparti. J'ai été assistant parlementaire quand j'étais jeune. La seule chose que j'ai appris au Sénat, c'est que tant qu'on n'est pas mort physiquement, on n'est pas mort politiquement. Je suis d'accord. Surtout au Sénat, même quand on est mort physiquement, on a le sentiment qu'on est encore sénateur. C'est très bon racial, donc, mais c'est vrai que la question, on se dit Emmanuel Macron... Ça sous-entend, là la réponse c'est la personne n'est pas morte, mais c'était plutôt le quinquennat. Enfin, on a plutôt répondu à la question, le quinquennat est-il cuit ou reparti? Bon, donc si répétez-moi, c'est cuit, c'est reparti pour vous? Ah, pour moi c'est plutôt à point, mais bon. Caroline, vous avez quand même un avis? C'est cuit pour les européennes, là, c'est cuit. C'est cuit pour les européennes? Ouais. D'accord. On prend le pari? Stéphanie, c'est cuit ou c'est reparti? C'est cuit depuis longtemps. Bon, Charlotte.
C'est une question qui est pas évidente parce que là, Emmanuel Macron, on voit bien qu'il prépare effectivement les élections européennes là à l'heure qu'il est, c'est normal, c'est la prochaine échéance électorale sur ce plan-là. Et c'est pour ça que je crois que c'est une erreur profonde de croire qu'Emmanuel Macron, pour le coup, n'a pas de projet. Il a clairement un projet d'intégration d'abord à l'Europe, et il le dit en permanence, je ne vois pas pourquoi on ne le croirait pas, et ensuite à la mondialisation. Quand il dit « je vais mettre la France à l'heure de la mondialisation », c'est bien un projet. Après, qu'ils prennent des atours politiques ou économiques, ça dépend un peu des jours, en l'occurrence, en tout cas dans le discours avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est cuit ? Je ne pense pas. Il a évidemment des relais, il est à la tête quand même d'un pays. Dire qu'un quinquennat est cuit, je ne sais pas, à chaque fois, je n'ai pas trouvé ça très pertinent. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire à la fin. Il est toujours président de la République, il a évidemment un gouvernement, il a des gens qui vont continuer à le servir, et il va continuer à y aller. Après, est-ce qu'il va avoir les résultats escomptés, ou surtout les résultats qu'on attendait de lui en France ? Ça, certainement pas, évidemment pas. Mais parce que je crois qu'Emmanuel Macron, on est en train de se rendre compte qu'il y a eu un malentendu profond entre ce qu'il a voulu incarner au moment de l'élection présidentielle, parce qu'il a pu faire l'économie d'une campagne de fond, qui n'a clairement pas été politique, et ce qu'il est réellement avec, de fait, un projet, en tout cas, dont on peut avoir une lecture politique. Bon, je suis d'accord avec vous, il y a des images sur lesquelles il y aura beaucoup de temps, qu'il faudra beaucoup de travail pour essayer de les effacer de l'esprit des Français. Macron, tiens, regardez Ignace, un président proche des gens, pourvu qu'il ne m'appelle pas Manu. Voilà, ça c'est... Ignace touche à la vérité. Il y a des images. Aujourd'hui, on est dans une société de l'image. Bien évidemment, il y a des images qui vont lui coller à la peau. Bon, après savoir si son électorat... C'est pour ça que c'est étonnant, parce qu'il le savait, Emmanuel Macron. Oui. Il a beaucoup joué de l'image au début, donc c'est très étonnant. Oui. Il y a plus Benalla en même temps. La fatigue. Macron, toujours en marche. Oui, maintenant, c'est plus dur. Alors... je pense qu'un fidèle pour protéger le chef de l'État, c'est Castaner. Castaner, voilà un ministre qui me console. Voilà, donc... Castaner, il se retrouve en grade et en qualité pour le projet d'Emmanuel Macron, Castaner. Macron, désavoué, même ma prof de français me met au piquet. Donc ça, c'est la vie. On va se retrouver dans quelques instants. J'en profite, on va vous retrouver en 2006. Vous aviez 20 ans, on va se retrouver ça. On va vous retrouver dans quelques instants. Qu'est-ce qui se passait en 2006 quand vous aviez 20 ans ? Je voulais juste profiter avant qu'on envoie cette rubrique pour vous dire qu'il aimait énormément la politique. Il était un intellectuel particulièrement brillant. Et il nous manque déjà, c'est Yvan Blot. Et je voulais lui dédier cette émission, tout simplement. Merci à lui. En 2006, quand vous aviez 20 ans, Charlotte, la campagne pour la présidentielle de 2007 démarrait avec en miroir le souvenir de la surprise de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Chirac hésitant, Nicolas Sarkozy se déclare officiellement candidat et prône la rupture. Son conseiller Patrick Buisson oriente sa campagne sur les thèmes de l'identité nationale. Le discours de droite décomplexé sonne bien aux oreilles des électeurs frontistes et pour cause, Patrick Buisson connaît bien la musique. 20 ans plus tôt, cet ex-rédacteur en chef de Minute leur parlait déjà. Vous nous direz, Charlotte, si vous avez succombé au charme droitier de Sarkozy habilement maquillé par Patrick Buisson. Le 3 octobre, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius annoncent leur candidature aux primaires socialistes. Ils seront départagés le 16 novembre. Ségolène Royal triomphe avec 60%. Avec elle, le PS franchissait un tabou bien français en proposant une femme en position éligible à la plus haute fonction de l'État. Ségolène Royal a parfaitement compris que la politique est devenue de la com. Étudiante à l'ENA, elle gomme son prénom Marie, trop connoté pour le PS. Pour son 4e accouchement, alors qu'elle est ministre, elle fait venir les médias dans sa chambre d'hôpital, montrant son bébé aux caméras de télévision et aux photographes. 1 an avant les primaires, Marie Ségolène se fait faire une opération de chirurgie esthétique faciale. En 2006, elle est au coude à coude avec Sarko. Plusieurs de ses gaffes et des éléments de son programme lui font perdre 10 points dans les sondages. Elle se classera pour le second tour, où elle obtiendra 47% des voix. Pas mal pour la première candidature d'une femme. 2006, c'est la dernière année pour Saddam Hussein. Il sera exécuté le 30 décembre.
Sa pendaison mettait un point final à une entourloupe géopolitique dont les Américains ont le secret. Les Américains envahiront son pays pour 2 accusations sans fondement, à savoir la détention d'armes de destruction massive et les liens avec Al-Qaïda. Après une cavale de 8 mois, les Américains le capturent en prononçant cette phrase restée célèbre « On l'a eu, on l'a eu ». Oui, mais pour le remplacer par quoi d'autre? L'État islamique. Saddam n'était pas un saint, mais c'était un laïc, et il avait réussi à faire cohabiter chiites et sunnites. Côté culture, on a retenu l'inauguration par Jacques Chirac du musée du Quai Branly à Paris. C'est un musée des arts premiers extra-européens. Il a été porté par Chirac, qui n'avait pas réussi à faire ouvrir un département d'art africain au Louvre. Aujourd'hui, celui que l'on appelle désormais le musée Jacques Chirac accueille 1 500 000 visiteurs par an. En 2006 sortait Casino Royale. Chronologiquement, c'est le premier des James Bond. Il rompt avec les autres en étant plus réaliste et moins humoristique. Daniel Craig est plus humain et crédible que Roger Moore ou Pierce Brosnan. Du coup, on a gagné un vrai film d'espionnage mais on a perdu un James Bond. 2006 est aussi l'année de la première édition du Hellfest, un festival de musique métal et hard rock qui se déroule tous les ans à Clisson en Loire-Atlantique. Avec plus de 150 000 entrées payantes, c'est dans son registre le plus grand festival d'Europe. Alors, la campagne de Sarkozy avec Buisson, la première femme candidate en position éligible à la présidentielle, la fin de Saddam Hussein, mais aussi l'inauguration du musée des arts premiers, la sortie de Casino Royale et la première édition du Hellfest. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Alors, première question traditionnelle. J'ai lu tous les articles de presse sur vous. Je sais maintenant ce que vous faisiez à 16 ans à Orléans, mais je ne sais pas ce que vous faisiez à 20 ans. Or, moi, ma question, c'est en 2006, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Répondez. En 2006, j'étais en train d'étudier la philosophie à l'Institut de philosophie comparée. Voilà, et donc je devais être en deuxième année. Voilà, donc j'étudiais la philosophie à Paris, donc. Et donc là, il faut que je donne mon avis. Et là, sur vous vouliez être prof. Non, attendez, je n'ai pas fini. Vous vouliez être prof. Ah oui, il faut que je raconte ma vie. Ah oui, mais c'est ça. J'adore. C'est mon côté divan de Fogiel. Oui, j'avais envie d'être prof. J'ai beaucoup aimé la philosophie. Et ça m'a appris à réfléchir. J'ai appris tard à réfléchir. C'est à peu près en 2006. Et vous, la philosophie, c'est plutôt Rousseau, Gustave Thibon Alors moi, c'était plutôt Aristote et saint Thomas. Et saint Thomas, bien sûr. Voilà, c'est une école classique. Et donc, oui, j'ai fait du Aristote et du saint Thomas pendant 3 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Non, mais c'était intéressant parce que... Sûrement. Non, mais les deux, et c'est la particularité par rapport à des études de philosophie qui seraient plus, on va dire, d'étudier l'histoire de la philosophie ou différents philosophes et ce qu'ils ont pensé. On a beaucoup étudié les textes d'Aristote par saint Thomas, parce qu'Aristote, c'est un peu amer, sec, on va dire. Et par le biais de saint Thomas, qui est extrêmement pédagogue, c'est pour ça que je dis on a plus appris à réfléchir qu'à retenir les thèses à la fois d'Aristote ou de saint Thomas. On a appris la méthodologie, comment est-ce que eux partaient du particulier pour arriver au général. Et je crois pouvoir dire que c'est sans doute les années de 2005 à 2007 qui me servent le plus aujourd'hui. Alors, vous étiez bien loin de tout ça, de la politique, oui, de Saddam Hussein. Là, alors là, vous êtes avec saint Thomas. D'accord. Ça, c'est vrai que j'étais bien loin de tout ça. Donc, en fait, est-ce que j'ai changé pas la d'avis? Oui, politique? puisque je n'en avais pas, en fait. Non, à l'époque, je ne m'intéressais pas à la politique. Alors, je me souviens évidemment du phénomène Sarkozy, mais je crois l'avoir compris, en tout cas avoir compris son inscription dans l'histoire politique contemporaine, on va dire, plus tard. Et notamment le boulet qu'il est aujourd'hui au pied... Enfin, cette campagne de 2007, le boulet qu'elle est au pied de la droite dite de gouvernement encore aujourd'hui. Wauquiez essaye d'aller un peu sur ce terrain-là et il a le boulet de l'insincérité qui lui restera, à mon avis, pendant longtemps parce que beaucoup de gens avaient cru à Nicolas Sarkozy. Comme vous savez, il avait pris, je crois, 7 points au Front National à l'époque, au premier tour, parce qu'il avait effectivement fait une campagne très offensive et que beaucoup de gens y avaient cru.
En tout cas, sur le terrain, effectivement, de l'identité, de l'immigration, de la sécurité, etc. Et voilà, il y a l'insincérité, sachant qu'en plus, déjà sur le terrain de l'immigration et sur le terrain de l'Union européenne, évidemment, où la fameuse constitution qui avait été rejetée en 2005 a été resservie avec un nom différent quelques mois après par Nicolas Sarkozy lui-même. Ségolène Royal. Enfin, Ségolène. Et Ségolène Royal, c'est amusant parce que quand je regardais les images, je n'y ai pas pensé plus tôt, mais c'était un peu Macron avant l'heure, Ségolène Royal. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y avait ce côté à la fois un peu très séducteur. Chez Ségolène Royal, on se souvient de ces meetings, alors c'est tenues, oui, mais ces meetings où elle était, enfin, je veux dire, le C'est notre projet, on avait eu le Fraternité des années plus tôt de Ségolène Royal. Oui, crier pareil, c'est vrai. Elle voulait remettre des drapeaux français aux fenêtres. Il y avait ce mélange de je veux rétablir une verticalité. Je crois que la différence, malgré tout, entre Ségolène Royal et Emmanuel Macron, c'est que Ségolène Royal, ça tenait à son éducation. Emmanuel Macron, je pense que ça relevait plus de la construction que de l'héritage. Malheureusement pour nous. Mais il y avait un peu ce mélange un peu particulier chez Ségolène Royal qui, à mon avis, peut être comparé quand même à Macron en beaucoup de points, en tout cas sur le terrain politique. Et Saddam Hussein vous intéressait beaucoup, bien évidemment. Transition. Sans transition. Aucune là. Sinon, vous intéressez beaucoup. Figurez-vous qu'à l'époque, je n'avais pas encore été dans cette partie du monde. Je me souviens bien je me souviens du début de la guerre en Irak à cause des manifestations qu'elles avaient provoquées. Manifestations auxquelles j'ai beaucoup repensé quand a commencé la guerre en Syrie, parce que j'ai pas très bien compris ce qui avait fait changer d'avis. Je me souviens évidemment de Dominique de Villepin disant non, c'est l'honneur de la France de ne pas aller, et ce que je crois être vrai encore aujourd'hui, c'était l'honneur de la France de ne pas rentrer dans cette guerre. Il y avait énormément de manifestations, notamment soutenues par beaucoup de mouvements de jeunesse de gauche qui disaient la guerre n'est jamais la solution. Ces mêmes personnes qui nous expliquaient en 2011 que par contre pour la Syrie c'était la solution. Et je reconnais ne pas avoir très bien compris ce qui les avait fait changer d'avis, parce que je crois les situations... Je crois les situations effectivement assez comparables. Alors vous avez dit Saddam Hussein avait réussi, dans les images introductives, il avait réussi à faire cohabiter chiites et sunnites. Je crois surtout qu'il imposait la cohabitation. Il ne faut pas non plus idéaliser ce qui a été la situation, mais il y a beaucoup d'Irakiens aujourd'hui qui disent Saddam Hussein était très injuste. C'était un dictateur, ils n'ont pas peur du mot, évidemment, c'était un dictateur, il était injuste, mais il avait une manière assez juste d'être injuste. Et c'est ça qui faisait la cohabitation. Non mais ça paraît complètement absurde. Je pense aussi qu'on a toujours un regard très, très, très occidental sur ces pays-là. On parle par exemple de démocratie, comme si par ailleurs la démocratie était non seulement le seul régime valable, et ensuite applicable à n'importe quelle situation. Quand vous avez des pays qui ne veulent pas et donc qui ne peuvent pas, parce que culturellement c'est pas comme ça que ça se passe, séparer le temporel du spirituel, alors la démocratie mène nécessairement à une théocratie. En l'occurrence chiite, sunnite, vous avez le choix selon les pays. Mais donc c'est des théocraties dans lesquelles les minorités auraient du mal à vivre. Donc c'est pas du tout un régime qui est adapté. C'est très déconnecté en fait de vouloir absolument l'imposer dans ces pays-là, sachant qu'en plus par ailleurs, c'est des pays qui demandent des réformes, qui demandent plus de justice, moins de corruption, plus de sécurité. Mais jamais de ma vie j'ai entendu quelqu'un demander la démocratie. Donc c'est vraiment une espèce de plaquage occidental sur le pays. Et évidemment en 2006 c'est la mort de Saddam Hussein, mais c'est surtout évidemment les premières années de cette guerre en Irak qui a été une catastrophe non seulement pour l'Irak, qui est encore aujourd'hui le règne des milices dans le chaos absolu, où plus personne ne peut vivre à part si elle prend les armes et qu'elle décide de monter, de prendre les armes et de participer au règne des milices, et un pays dans lequel les gens qui essayent de vivre normalement ne parviennent même plus à espérer. Alors aujourd'hui, la Syrie est un peu différente, ils ont moins d'années de guerre derrière eux, et ils ont encore l'espoir de reconstruire leur pays, parce qu'il y a un État central aussi qui est tenu, avec tous ses défauts, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, mais qui, à la différence de Saddam Hussein, a tenu. Et vous avez rappelé quelque chose qui, à mon avis, est important, notamment par rapport au regard qu'on a aujourd'hui sur la région, et notamment sur la politique menée par les États-Unis, c'est qu'à l'époque, évidemment, c'était les armes de destruction massive, et que les États-Unis eux-mêmes, 10 ans après, ont reconnu que c'était un prétexte, que c'était faux, que c'était un mensonge. Et là, aujourd'hui, on nous refait exactement le même sketch, et il faudrait croire sur parole. Et moi, je crois...
c'est des conflits qui sont extrêmement compliqués. Et on nous les présente systématiquement de manière binaire. Je termine, mais on nous les présente systématiquement de manière binaire. Et donc moi, on m'a mis dans l'autre camp que celui qui est parfois défendu par les gens. Je crois avoir eu toujours beaucoup plus de nuances que les gens qui nous ont présenté ce qui était bien et ce qui était bon pour l'avenir de la Syrie, qui ressemble beaucoup à Saddam Hussein. Donc c'est beaucoup plus tard, finalement, que le jour de mes 20 ans que j'ai découvert à la fois la région et les enjeux qui étaient en train de se... Alors le jour de vos 20 ans, vous êtes au cinéma, James Bond, Daniel Craig, Casino Royale. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Mais pas par des amours, ou plus par des intérêts que par des amours, je dois reconnaître. En fait, votre programme culturel m'a pas inspiré grand commentaire quand Je suis désolé. Je suis désolé. Alors là, je suis vraiment désolé. Alors, j'étais convaincu qu'à la première édition du Hellfest, vous y étiez. Alors, j'y étais pas. Mais vous savez qu'il y a un grand débat sur ça. Parce qu'on dit c'est une musique satanique. Et puis, alors, il y a des jeunes qui vous disent oui, c'est une musique comme les autres. Et puis en fait, elle est pour une catégorie. Quoi. Donc, les petits blancs, ils sont là-bas. Ils sont pas dans le rap. Donc, il faut protéger cette musique. C'est un énorme débat. On a eu 10 fois des débats ici. Alors, je pensais que vous étiez là-bas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le Hellfest, notamment par rapport à la musique qui est jouée au Hellfest. Je ne connais pas cette musique, j'ai absolument aucun avis sur la musique elle-même. En revanche, moi, ce que je retiens évidemment dans Hellfest, c'est quand même le festival de l'enfer. Enfin, je veux dire, on l'appelle comme on veut. Et vous avez raison, hein, c'est des petits blancs qui sont dans ce festival, etc. C'est quelque chose qui existe, ça rassemble beaucoup de gens et beaucoup de gens jeunes. C'est qu'il n'y a pas d'incident. On me dit souvent, il n'y a pas d'incident. Il y a 150 000 personnes, il n'y a pas d'incident. Mais c'est vrai, c'est pour ça. Mais en plus, j'ai jamais été, je connais pas, j'ai jamais travaillé ce sujet-là, donc je vais pas vous donner un avis sur le festival lui-même. Simplement, le nom me fait réagir. Je me dis, à quel moment on s'est dit, tiens, on va se donner ce nom-là. Et je crois que, tout à l'heure, on parlait de décivilisation, et je crois que c'est quand même une des manifestations, rien que dans le nom. Hein. Je ne peux pas être tout un procès sur la chose elle-même que je ne connais pas, donc je ne vais pas donner mon avis. Mais... Les arts premiers, pardonnez-moi. Moi, je suis une vieille école, on disait les arts primitifs. On ne dit plus ça. Oui, ne vous inquiétez pas, je ne le dis plus. Les arts premiers. Alors, D'accord. Bon, bah, on va se quitter là-dessus. Allez, on va passer à notre deuxième sujet. En fait, vous m'avez laissé 2 secondes, j'en profite parce que vous êtes formidable. Hein. Il y a 15 jours, je vous ai parlé du parfum Nation en vous disant que c'était maintenant le partenaire de TV Liberté, ou TV Liberté était partenaire de ce parfum. Pchit, hein, c'est le mien maintenant. Donc, je le connais bien. Nation. Ouais, je porte Nation, c'est marqué maintenant à la fin du générique de Bistro Liberté. C'est splendide, c'est sympa, c'est du parfum par contre. Et il y en aura un bientôt pour femmes, hein, qui sera avec Clémentine et je ne sais plus quoi. Mais vous avez été des dizaines, même un peu plus que ça, à le commander. Non, je suis pas. Non, vous fréquentez trop la presse convenue. On dit la vérité ici. Donc vous avez été des dizaines, et vous l'avez commandé sur le site nation.fr. Et ben voilà, c'est superbe. Et vous savez que tous les bénéfices vont soit aux artisans, soit aux agriculteurs qui sont menacés, soit à nos soldats qui ont été blessés lors des opérations extérieures. C'est magique. Nation. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième sujet. À tout de suite. La France de l'ensauvagement. Un adolescent de 12 ans tué à coups de barre de fer. Énième exemple de la violence qui se propage sur tout le territoire et qui constitue ce que Laurent Oberton a appelé la France orange mécanique. Dans ce contexte d'ensauvagement général, faut-il mettre en avant le testament en forme de mise en garde de Gérard Collomb ? Aujourd'hui, on vit côte à côte. Demain, j'ai peur qu'on vive face à face. L'arrivée de 2 nouveaux sociétaires pour ce débat, donc Philippe Randa. Bonjour Caroline. Pour le site d'Euroliberté et Romaric Sangar pour l'Incorrect. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Charlotte, dans son testament crépusculaire largué sur le perron de Beauvau, sous les yeux d'un Édouard Philippe outragé, on a vu Gérard Collomb balancer une bombe quand même. Hein. Oui, aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Aujourd'hui, on vit côte à côte, donc demain, ce que vous avez entendu, demain, j'ai peur qu'on vive face à face. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Eh bien, il a fallu attendre, mais on l'a vu avec Gérard Collomb, on l'a vu quelques temps plus tôt quand François Hollande avait, dans ce livre, un président ne devrait pas dire ça, livré son sentiment, à savoir que la France risquait aujourd'hui la partition, ce qui veut dire exactement la même chose, parce qu'évidemment, à partir du moment où les gens vivent côte à côte très différemment, en général, après, se livre une guerre de territoire. En tout cas, on n'a pas d'exemple tellement différent dans le monde que cette issue-là. Donc François Hollande l'avait déjà constaté, Gérard Collomb le constate à nouveau après un peu plus d'un an passé à la tête du ministère de l'Intérieur. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, peut-être plus encore que cette phrase de Gérard Collomb, c'est justement les 2 journalistes qui ont interviewé François Hollande pendant des années et qui ont fait ce livre, un président ne devrait pas dire ça, avaient été très marqués par cette phrase, cette fameuse confidence sur la partition que risquait la France. Ouais. Et ils ont lancé alors je ne sais pas comment on pourrait dire, mais ils ont organisé en tout cas des enquêtes pour des étudiants en journalisme. Et donc ils ont dit à 5 étudiants en journalisme, écoutez, vous allez aller vérifier si oui ou non il y a une islamisation de la Seine-Saint-Denis. Et donc ils ont envoyé ces 5 étudiants sur le terrain en Seine-Saint-Denis et ils sortent un livre là. Et alors l'interview qu'ont donné ces 2 journalistes, donc Davet et Lhomme, sur les conclusions de ces jeunes étudiants était assez surréaliste en fait, parce ils expliquent ce que beaucoup dénoncent depuis très longtemps, à la fois les policiers, tous les professeurs qui ne veulent plus aller dans ces quartiers-là depuis très longtemps. On le sait, il y a un turnover des fonctionnaires qui est hallucinant dans tous les domaines. Plus personne ne veut rester sur place. Le fait que d'abord les Français de souche sont partis de ces quartiers-là, puis ensuite les gens issus de l'immigration mais qui étaient intégrés, qui voulaient réussir en France, sont également partis et qu'il y a eu une islamisation, c'est-à-dire une imposition d'une loi islamique dans ces quartiers-là. Il y a encore peu de temps, c'était impossible de le dire. Ces 2 journalistes le disent comme je vous le dis aujourd'hui, et ils ont fait cette confidence que j'ai trouvée hallucinante. Ils ont expliqué que eux, ils ont dit en fait c'est un sujet qui provoque l'idéologie en permanence. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé 5 personnes sur le terrain et qu'on ne livre que des faits. Comme si par ailleurs les gens qui avaient dénoncé exactement la même chose dans les mêmes termes, pure coïncidence, dans les mêmes termes, exactement la même chose depuis des années, avaient inventé une idéologie, je ne sais pas, pour se faire plaisir ou pour occuper leur temps libre. Ils ont évidemment aussi constaté les faits, simplement c'est quelque chose qui a été impossible de dire pendant longtemps. Et là on a effectivement de l'ancien président de la République à 2 journalistes du Monde qui en plus le confient sur France Inter, qui sortent un bouquin chez Fayard je crois, et le ministre de l'Intérieur qui font tous le même constat. Donc c'est a priori, le constat, c'est impossible de s'échapper de ce constat-là. Alors, on va préciser les choses. On n'est pas chez Pascal Praud. Est-ce qu'il y a un problème de mœurs ethniques, culturelles, différentes, d'importation, dans ce que l'on appelle les quartiers? Non, parce que c'est ça aussi l'ensauvagement. C'est pas on n'a pas le droit de le dire, bien sûr, avec un phénomène d'intégration à l'envers, qui fait que ces mœurs parfois gagnent des 2 souches. Quand on s'entretue à coups de machette, quand on constate une épidémie de coups de couteau, quand on sait que Paris Intramuros compte 40 bandes africaines prêtes à s'entretuer par racisme, c'est ça aussi l'ensauvagement. Voilà, les sauvages, c'est pas tout le monde. Alors, je sais pas. Je sais pas. Non, je vais vous dire très honnêtement. Alors, je tiens juste à préciser que ce que je suis en train de dire là, je le dirais exactement de la même manière chez Pascal Praud. Donc, je le dis d'ailleurs exactement de la même manière chez Pascal Praud. Évidemment qu'on constate évidemment un ensauvagement qui est bien plus grand dans les banlieues, on va dire, de l'immigration que partout ailleurs en France. C'est une certitude. On a voulu pendant longtemps se cacher derrière le prétexte économique ou social, ce qui était à la fois faux et en plus une injustice abominable pour d'autres pauvres en France qui ont subi de la même manière les politiques d'appauvrissement, parce qu'au bout de décennies et de décennies, on peut appeler ça une politique d'appauvrissement, et qui évidemment ne se comportait pas de la même manière. En revanche, je crois qu'on peut... En fait, il y a deux terrains sur lesquels on peut étudier cet ensauvagement. À la fois le terrain des causes profondes. Il y a évidemment l'immigration massive, et on le voit parce que cet ensauvagement est bien plus fort dans les banlieues de l'immigration, donc il y a évidemment un lien qui est fait. Il y a aussi, je crois, et c'est pour ça que je disais pas seulement, c'est pas pour m'échapper sur la question de l'immigration, c'est simplement que je crois que l'ensauvagement d'une société de manière générale, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais de la décivilisation, c'est-à-dire le recul même de la civilisation, on ne sait plus qui on est, et je crois que quand un peuple ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, ou en tout cas que les contours sont de plus en plus flous dans beaucoup de domaines, je crois que ça provoque un ensauvagement. Quand on voit qu'il y a un pédophile très récemment qui ont des peines de prison très très faibles,
ça participe aussi de l'ensauvagement d'une société. Ce que je veux dire, c'est pas simplement, effectivement, cet enfant de 12 ans, qui est effectivement massacré par, je sais pas, une bande rivale et pour une guerre de territoire. Alors ça, c'est atroce parce qu'on le sait depuis longtemps et que personne ne l'a traité. Mais il y a ce côté de savoir comment est-ce qu'on regarde les causes profondes. À la limite, ça peut être notre rôle à nous de réfléchir aux causes profondes pour essayer de trouver du coup des solutions profondes qui prendront forcément du temps parce qu'il a fallu du temps pour le déconstruire. Et il y a aussi, évidemment, la question de qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour que cet ensauvagement, en tout cas, s'arrête maintenant et surtout qu'on se recivilise, on va dire. Parce que souvent, on nous dit, oui, vous êtes réactionnaire. On dit, en fait, moi, mon seul but, c'est de civiliser la modernité. C'est une phrase que j'ai empruntée à Mathieu Bock-Côté, que je trouve magnifique. C'est exactement ça. C'est pas qu'on refuse la modernité, c'est qu'on veut la civiliser. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut accepter, évidemment. La société a changé. Oui, bien sûr, la société a changé. Moi, ce qui me choque, c'est qu'effectivement, ces frontières-là soient floues. Et que peuvent faire les pouvoirs publics pour agir rapidement contre l'ensauvagement? Tout ce qu'on dénonce là, effectivement, une immigration massive, une perte des repères, une perte même de l'identité, une perte de ce qu'on est, une perte de repères même spirituels à la fin, c'est quelque chose sur le temps long. Les pouvoirs publics là, aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends cet exemple du pédophile qui a une peine de prison dérisoire par rapport à ce qu'il a fait, c'est évidemment la sanction pénale. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que le terrain de la justice est souvent prétexte à beaucoup de débats, et on se demande toujours un peu pourquoi. Tout le monde est très énervé quand il y a une réforme de la justice, alors que finalement, on se dit quelle incidence ça a. Mais parce que la sanction, elle a d'abord évidemment un rôle, on va dire, sur la personne qui est sanctionnée, et bien sûr, un rôle pour l'aider à réaliser sa faute, et précisément l'aider à réaliser... On ne va pas mettre en prison des mineurs de 12 ans. Et le mal. Ni de 13, ni de 14. C'est une question qui se pose. C'est une question qui se pose, la majorité. Ils sont de plus en plus jeunes. Juste pour finir mon idée, c'est que l'échelle des peines, à mon avis, est très importante, non seulement pour éviter que quelqu'un meure effectivement dans la rue, ces fameuses agressions gratuites qui pullulent partout dans le pays, mais aussi parce que finalement, une échelle de peine dans un pays, ça maintient les dispositions morales de tout un peuple, en fait. Quand on a une échelle de peine qui est claire et qu'on sait que là, il y a le bien, là, il y a le mal, et que ça, c'est sanctionné, la sanction, elle a un rôle pour la personne qui est sanctionnée, mais pour tout le reste de la société. Et aujourd'hui, on a des sanctions qui sont parfois tellement incompréhensibles, notamment en comparaison, et même par rapport à l'acte qui est commis, que c'est pour ça que je disais, l'ensauvagement, il est assez général, en fait. Et quand on n'arrive plus à se poser de questions, que tout... Enfin, je sais pas, c'est sur beaucoup de terrains, et l'ensauvagement, Enfin, je vais prendre un exemple, la question de la GPA. Pour prendre un exemple tout à fait opposé sur un terrain qui est très différent et qui est peut-être beaucoup moins violent d'apparence. Cette question de savoir que tout se fait aujourd'hui sur le terrain éthique et bioéthique, que tout se fait sur l'égalité des adultes, sur un désir, sur un droit au bonheur, qui est un truc surréaliste. Le droit au bonheur, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Tout est fait au nom des adultes et finalement, c'est l'enfant qui est oublié. Le droit de l'enfant, évidemment, mais même ses besoins, sa nature, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le fait que le plus faible ne prime pas en toute chose et en tout lieu sur les désirs de l'adulte, c'est de l'ensauvagement aussi. Et c'est ça que je voulais dire quand je disais, je ne sais pas très bien si ça n'est que ça. Où ça commence, et voilà, où ça commence. Romaric Sangar, est-ce que vous étiez un sauvageon? Romaric, c'est typiquement un prénom de sauvageon, d'ailleurs, comme Édouard, d'ailleurs, je dirais. Ouais. Mérovingiens, c'est pas le prénom de sauvageon, enfin que les Mérovingiens étaient un peu des sauvages à cette époque-là. Non, mais il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte. Évidemment qu'il y a une espèce de montée de testostérone et d'impulsion destructrice dans la jeunesse, c'est une chose. Mais bon, de là, enfin, je veux dire, les punks dans les années 70, sauter à pieds joints sur la chaîne IFI de ses parents. Mais ils n'ont pas tué grand monde, hein, les punks. Correspondait globalement. Ils n'ont pas fait beaucoup de morts. Voilà, actuellement, la décharge d'adrénaline qui était nécessaire pour que l'adolescence se passe. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un autre cadre. Moi, il y a quelque chose que Charlotte remarquait qui est quand même assez incroyable, qui est le fait que Collomb, comme après Hollande, finalement valide des choses qui auraient été considérées comme aberrantes, outrancières, voire complotistes ou complètement inventées depuis 20 ou 30 ans. Ça me fait toujours penser à cette scène dans Sleepy Hollow, je ne sais pas si les gens ont vu ce film de Tim Burton, où
Johnny Depp joue un rationaliste qui arrive dans un village où il y a donc un cavalier sans tête qui apparaît la nuit et qui tranche comme ça des têtes au passage. Donc tout le monde lui explique qu'il se passe cette chose-là. Lui arrive en tant que rationaliste voltairien, sûr de ses principes et considère comme totalement aberrants ces paysans confits de superstition. Et donc il étudie, puis un soir, voilà, qui tombe sur le chevalier sans tête, et là il tombe dans les pommes également, et les paysans l'entourent. Et il dit, voilà, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, je n'en reviens pas, et c'est un cavalier sans tête. Bon, et les gens le regardent, ils disent, bah oui, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, en fait. Et ça me donne toujours cette impression, en fait, ça fait 20 ou 30 ans qu'on parle de cet ensauvagement, de cette partition, de cette espèce de guerre civile, si ce n'est larvée, du moins culturelle. Et puis brusquement, les mêmes gens qui nous disent que c'est scandaleux de le prononcer, que c'est une offense même de le formuler, disent, ah bah, on a un truc extraordinaire à vous raconter, il y aurait une partition dans les bancs. Enfin, déjà, ça, c'est quand même totalement surréaliste. Je trouve ça incroyable. Ça les délégitime autant que ça les rend sérieux de le dire si tard et de l'avouer comme ça, alors que justement, ça veut dire aussi qu'il aurait fallu réagir auparavant. Et après, il y a une autre chose, alors on rentre forcément sur des débats plus généraux par rapport à ça, c'est que je pense qu'on estime très peu le type d'homme que fabrique une génération. Il y a une époque, les Français étaient fabriqués, c'est l'expression d'un écrivain, les Français avaient été fabriqués par les hussards de la République, puis après avoir été fabriqués par les jésuites. C'est un peu sommaire, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire une génération est fabriquée par, finalement, ceux qui l'élèvent, ouais, comme les paysans étaient éduqués par les prêtres à un autre instant. Bon, bah, les Français fabriqués par les hussards de la République avaient certaines valeurs, certaines disciplines, certains idéaux. Les Français fabriqués ou les immigrés fabriqués par des professeurs 68ards et dans une atmosphère culturelle contre toute forme d'exigence, contre toute forme de sublimation ou quoi que ce soit, en fait, potentiellement, ça va créer des monstres. À mon avis, objectivement parlant, c'est un peu obligatoire. Et ce qui reste de civilité, à mon avis, tient à une espèce d'inertie de ce qui a été transmis auparavant, de l'effort que ces peuples avaient fait sur eux-mêmes pendant des générations et des générations. Je pense que ce qui reste de civilité, en réalité, c'est ça, et qu'on ne mesure absolument pas la débâcle humaine et civilisationnelle que vont créer les manières qu'on a eues d'élever justement si peu, en tout cas de libérer comme ça les instincts, les envies, les désirs, les égoïsmes malades des êtres humains depuis 30 ou 40 ans, et que c'est des choses qui se mesurent en fait 2 ou 3 générations après que les coupables aient commis leur crime. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. On en est où de la responsabilité parentale, justement ? Est-ce que c'est un sujet tabou, surtout à l'égard de parents de certains quartiers ? Voilà, il a été question à une époque de couper les allocations familiales pour certains parents. Tout le monde a toujours poussé des cris d'orfraie. Et c'est comme ça qu'on tombe de Caris en Booba. Je vais essayer maintenant de répondre sérieusement à une question qu'il est après cela. L'autorité parentale, elle va mal, mais elle va mal selon les strates de population, selon les quartiers, mais elle va aussi mal d'ailleurs dans une famille de cas sociaux de banlieues défavorisées que dans une famille bourgeoise de quartiers extrêmement favorisés. L'autorité parentale, elle s'applique chez les gens qui en ont conscience. Et moi, je vais revenir sur l'exemple qui est pris pour lancer ce débat, sur cette bagarre entre bandes de voyous, de racailles, où le mort a 12 ans. 12 ans. Très jeune, c'est vrai. Enfin, il aurait pu en avoir 14, 16, 18 ou 20 ou même 25. Et ce n'est qu'une bagarre entre bandes de racailles, de gangs. Et ça existe, je dirais, depuis la nuit des temps. Moi, dans mon enfance... Mais qu'est-ce qu'il fait dehors à 12 ans ? Oui, ouais. On parlait on parlait dans mon enfance des gangs de blousons noirs. Et après, il y a eu même les blousons dorés. Encore une fois, il n'y avait pas des morts. Non, il y a même une... c'est du relativisme. Dans ce cas-là, les morts, s'il y avait des morts déjà à l'époque. Mais attendez, Caroline, si vous me laissiez terminer, ce serait formidable.
mais je vais y arriver, je vous assure. À moins que vous ayez un bon mot à placer. Bon, je vous rappellerai même, il y a une comédie musicale célèbre qui a enchanté tout le monde, West Side Story, où il y a même un mort. Parce qu'il n'y a pas un mort. Enfin, maintenant, on va peut-être changer le mort. Bon. Mais plutôt que ces bagarres réelles, effectivement, il y a quelque chose qui me semble bien plus grave pour lancer le débat et beaucoup plus révélateur. C'est par exemple, c'était ces jours-ci, le viol d'une fille filmé par ses bourreaux et diffusé sur les réseaux Internet. Que fait la police ? La police a été arrêtée facilement, les 3 coupables. On lui a livré directement. C'est-à-dire, on en arrive là. C'est-à-dire, on fait un acte barbare dont on n'a pas conscience puisqu'on s'en vante sur les réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup plus grave que des bagarres. Il y a aussi, quand on parle avec les policiers, ils parlent évidemment des bandes de racailles, des gangs, mais on oublie toujours de citer, et ça, il n'y a que les policiers qui le disent, mais jamais sur les antennes, qu'il y a les gangs de filles. Et des filles d'ailleurs extrêmement jeunes. Alors d'ailleurs, c'est assez drôle que ce soit le viol filmé et envoyé sur les réseaux sociaux ou le gang de filles, les chaînes de garde du féminisme, toutes les turéféraires de hashtag MeToo et autres campagnes de délation ne parlent jamais de ces cas-là. Alors, on peut demander pourquoi ne parle-t-il pas peut-être que les gens qui ont fait ce viol collectif et qui l'ont envoyé sur les réseaux sociaux ne rentreraient pas dans leur schéma de mâle blanc de 50 ans européen et tout. Il y a peut-être d'autres raisons qui font que... Même chose pour les gangs de filles, mais comme vous le disiez d'ailleurs Caroline tout à l'heure, tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces mœurs barbares, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on était arrivé à un certain degré de civilisation et la barbarie a rejoint nos pays, ont influencé dans ces gangs de filles, c'est la France multiraciale et multiraciste, puisqu'en fait c'est aussi beaucoup sur fond de racisme entre bandes. Mais il y a une chose quand même qui est beaucoup plus grave. Vous parliez, Charlotte, tout à l'heure, des quinquennats d'Emmanuel Macron et de François Hollande. Mais moi, sous Sarkozy, un de mes amis bien informés m'avait dit, parce qu'il connaissait quelqu'un qui était justement un des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, c'est fini, ils sont impuissants. Je dis, bon, oui, d'accord. Bon. Il était modérément de gauche, cet ami. Et donc, je dis, bon, il en rajoute. Et il dit, non, ils sont impuissants, ils ne peuvent rien faire. Comment ? Les hommes politiques ? Oui, les hommes politiques, le gouvernement, ils ne peuvent plus agir. C'est plus possible d'agir. Et aujourd'hui, effectivement, et pourquoi, vous venez beaucoup de le dire, tout simplement parce qu'ils sont pris dans des carcans idéologiques qui font ils achètent la paix sociale aussi. Mais ils ne peuvent pas, la paix sociale, il y a trop de gens qui vivent aujourd'hui de la délinquance. Quand les gens parlent est-ce qu'il faut libéraliser le cannabis, mais Yannick Noah, d'ailleurs, je le cite, il faut citer ses sources, Yannick Noah l'a dit, mais libéraliser le cannabis, c'est l'explosion immédiate dans les banlieues. Ça subventionne tellement l'économie parallèle. Donc on peut toujours bien parler, est-ce qu'il faut ou pas, pour nos chères têtes blondes et moins blondes, de moins en moins blondes, libéraliser le cannabis ou pas. Non, ça risque pas de se faire. Ça serait trop grave économiquement, il y aurait trop de sang dans les rues. Mais je voudrais terminer aussi là-dessus, parce qu'après on va dire que je suis trop long, on va me couper, donc je vais arrêter. C'est Caroline qui mène le débat, donc... Caroline va avoir un bon mot, alors j'en profite vite. Moi, je voudrais revenir quand même sur la démission de Gérard Collomb. Oui. Parce que personne ne l'explique, cette démission, en disant comment il était un des soutiens importants, quasiment numéro 2 ou 3, je ne sais pas en ordre de préférence, numéro 2 du gouvernement. Et brusquement, il démissionne alors qu'on ne lui demande rien. Il met visiblement Emmanuel Macron dans une pestouille terrible. Il va mettre 15 jours à reformer un gouvernement, alors que c'était vraiment le soutien. Qu'est-ce qu'il a gagné, Gérard Collomb ? Personne pensait qu'il avait d'autres ambitions que le ministère de l'Intérieur. Même pas celui d'être Premier ministre, voire président. Enfin, je pense pas. Il se serait dit, non, c'est plus possible, je fais autre chose. Non, il démissionne tout simplement. Pourquoi ? Alors, il y a un article, moi je le cite, j'ai déjà eu l'occasion de le citer sur Radio Liberté et à d'autres moments, notamment à la journée de synthèse nationale ce week-end. C'est l'article qu'a fait quelqu'un qui est venu ici à Bistro Liberté, Xavier Hofer, qui est reconnu par tous, même par ceux qui ne l'aiment pas, comme vraiment un spécialiste de la criminologie. Et lorsqu'il dit des choses, ça interpelle plus que lorsque c'est un polémique. Et sur le site Atlantico, il a expliqué pourquoi Macron avait démissionné.
Et pourquoi il a démissionné Collomb, pardon. Hélas. Gérard Collomb avait démissionné. Attendez. C'est pas la même émission. Il y a Louis de Gouillon-Matignon qui a failli se trouver mal. Il a appris à un moment donné. Je ne sais pas où il est, Louis, d'ailleurs. Il est là. Désolé de mon lapsus. C'est difficile, les fautes, Charlotte, en public. Bon, j'espère que je n'aurai pas une campagne comme ça contre moi. Donc, Gérard Collomb démissionne. Lui, Xavier Roffer, en donne une raison. Et de la bouche de Xavier Roffer, enfin, sous la plume de Xavier Roffer, plutôt, je pense qu'on peut en tenir compte. C'est que la situation est telle qu'il est totalement impuissant et absolument pas soutenu par le président de la République. On y a pensé aussi. Mais on l'a pensé, mais c'est la seule raison plausible, logique, qui fasse qu'il démissionne. Et je vous rappelle qu'il déclare que voilà, c'est la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. C'est pas rien quand même. Mais il a vécu ça de l'intérieur pendant un an. Aujourd'hui, le personnel politique de cette fausse droite ou de cette fausse gauche ou de cette vraie gauche qui gouverne le pays quand même depuis maintenant plus d'un demi-siècle, ils ont quand même des schémas de pensée qui fait que on ne peut pas dire la vérité, parce que dire la vérité, c'est évidemment faire monter l'ex-Front National dans les sondages, mais c'est aussi reconnaître que l'immigration a augmenté la délinquance, que le laxisme de l'éducation a fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus de notion du bien ou du mal. C'est reconnaître 50 ans de logiciels faux. Ils ne peuvent pas, donc ils ne font rien, et après eux, le déluge. Édouard Piano. Je vais déjà ajouter un petit point. Je vais déjà ajouter juste un petit point, en fait, des stats. C'est pas en Russie que ça se passerait. Je ne suis pas non plus là pour vanter un modèle qui n'est pas vraiment un modèle. Enfin, passons. Une petite stat, parce que toute cette discussion sur l'ensauvagement, qui grosso modo recueille un minimum de consensus, autour de ces trois tables, c'est très loin d'être un fantasme de fachos, de populistes, d'extrême droitier, etc. Enfin, j'ai un collègue qui a écrit un très bon papier il y a quelques semaines là-dessus. Vous pouvez le suivre sur Spoutnik, qui s'appelle Fabien Buzinka. Sur Twitter, pardon, Martial, vous pouvez le suivre sur Twitter. Il a écrit un très bon paplard il y a quelques semaines, en farfouillant dans les rapports divers et variés. Et on prend la dernière décennie, 2008-2018. Les vols à la personne ont diminué en 10 ans. Les agressions armées ont augmenté. Gratuite, on est passé. Donc en fait, c'est ça la conclusion. C'est si les vols diminuent et que les agressions armées augmentent, ça veut dire que les violences gratuites augmentent. On est passé de 47 000 en 2008 par trimestre, quand même. 47 000 par trimestre à 57 000 en 10 ans. C'est bon, pour une fois, les chiffres sont quand même assez évidents. Clairement, les chiffres révèlent cet ensauvagement que vous appelez, alors c'est peut-être biaisé de parler d'ensauvagement, mais peu importe, je pense que c'est assez vrai. Charlotte citait un vieux barbu il y a quelques minutes. Il disait très bien qu'à partir du moment où la politique disparaît, il faut être soit des dieux, soit des bêtes. On vit comme des bêtes. Ce barbu-là, vous pensez. Vous voyez qui c'est. Il y a quand même un élément sur lequel moi je voudrais intervenir, si vous me donnez 2 secondes pour sortir un peu de mon cadre d'animateur. Moi je trouve que Collomb c'est quand même criminel. C'est criminel. Pendant un an, en fait les généraux, déjà ça m'agace. Les généraux de l'armée, il y a un droit de réserve. On dit qu'il était ministre de l'Intérieur pendant un an, mais avant ça il avait d'autres responsabilités. Voilà. Et alors là, le droit de réserve dans l'armée, déjà, un général qui sort en disant maintenant je vais vous dire, enfin que je suis à la retraite, je vais vous dire ce qui se passe. Moi ça m'agace un tout petit peu parce qu'il y a le moyen de faire savoir. C'est un sport national chez les généraux en retraite. C'est exactement un sport national. Et moi, je veux dire que des fois, avec toutes les signes que j'ai pour eux, j'aimerais bien qu'ils envoient des éléments pour qu'on puisse savoir avant. Mais passons. Et alors là, pour Collomb, il n'y a pas de droit de réserve. C'est-à-dire pendant un an, comme il est ministre de l'Intérieur, il doit mentir. Il a le droit de mentir. Il l'a dit plusieurs fois. Oui, mais enfin, les avouchés, c'est doucement, voilà, il a la charismatique. Mais ce qui est le pire, c'est que, et ça, c'est un truc que je trouve absolument terrible, c'est que il est criminel parce que quand on a un État fort, on peut protéger ses citoyens, son peuple. Et à partir de ce moment-là, on ne demande pas au peuple de se protéger lui-même. Mais quand on est un État faible, ce que l'on est devenu, pas par notre faute, pas par notre volonté, mais qu'on est devenu un État faible, alors il faut dire aux citoyens qu'on ne peut pas les protéger. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et donc la phrase que Collomb aurait dû dire après, c'est « nous ne pouvons rien faire ». Il travaille, paraît-il, sur le sud de la France pour des guérillas armées.
des guérillas armées qui vont se multiplier. Ils travaillent sur ce scénario-là. Donc il faut dire aux Français, coucou, on ne pourra pas vous aider. Et si on ne peut pas vous aider, il faut que vous vous aidiez vous-même. Et donc il y a une conséquence obligatoire, enfin mon point de vue, c'est que si tout le monde a des armes, il faut que ceux qui sont honnêtes en aient aussi. Et qu'ils aient la possibilité de se défendre. C'est ce que je pense. Voilà ce que je pense. Alors, bien évidemment, il y a des règles, il y a des apprentissages, il y a des permis. Mais non, pas du tout ce que je dis. Non, c'est pas du tout. Quand on se défend avec des armes, non, Philippe, il y a un cas qui est très bien, c'est le cas d'Israël. Israël est capable de se protéger, elle donne à ses militaires, elle donne aux vigiles, elle donne aux gens de sécurité les moyens de se protéger. Alors quand même, on en est à dire que les policiers municipaux sont arrêtés, qu'on va donner aux vigiles. Mais bien sûr qu'il faut le donner, et puis il faut laisser aux chasseurs leurs fusils, pour qu'ils puissent se protéger de tout. Voilà, c'est ce que je crois, alors qu'on désarme. On désarme psychologiquement les Français. C'est ce que je pense. Voilà. Alors, je suis sorti du cadre de l'animateur, je suis désolé. Mais je pense profondément ça. Je pense qu'on les a désarmés psychologiquement, moralement et physiquement. Et qu'après, on les laisse à poil en leur disant il n'y aura pas d'armée, il n'y aura pas de police, il n'y aura rien, on ne pourra rien faire. Il n'y aura pas de justice. Voilà. Oui, parce que la première avenir, c'est... Charlotte, est-ce que vous voulez rebondir une dernière fois après La France orange mécanique, le dernier livre de la trilogie Oberton s'appelle La France interdite, c'est la France de l'immigration. Et il écrit, attendez-vous d'abord dans les mois qui viennent à encore plus de délinquance, d'ultra-violence, à de nombreuses émeutes partout sur le territoire. Peu à peu, tous les standards du pays vont s'effondrer, les forces de l'ordre seront dépassées, notre pays sera débordé par ses fractions communautaires. Ce qui nous attend à court terme, c'est soit la guerre civile, vous le disiez, soit la partition irrémédiable de notre pays. Il n'est pas le seul à le dire, donc là je crois que le constat, mais encore une fois, alors plus pour vous n'êtes pas d'accord avec moi? On va dire pour... Non, si, pourquoi pas. Les policiers ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ils n'ont pas envie que tout le monde s'arme. Non, mais c'est pas tout le monde. Enfin, pas tout le monde. Non, j'ai bien compris. Pas tout le monde, c'est pas... Les non, vigiles, mais au-delà de ça, et je vais revenir sur un peu ma marotte, on va dire. Vous avez parlé de désarmement physique, et c'est effectivement une question qui se pose. Je suis absolument d'accord. En tout cas, il faudrait qu'elle soit posée comme ça, enfin de manière très simple, en fait. Et vous avez parfaitement raison de la poser. Mais vous avez également parlé du désarmement moral et même spirituel, en fait, de ce pays-là, que tout le monde évoque en permanence. Et là, je voudrais revenir sur une phrase, parce que Gérard Collomb, au moment de partir, dit effectivement on va se retrouver face à face, le risque, il nous dit la même chose qu'Oberton, le risque c'est la partition et la guerre civile en réalité, enfin c'est déjà la partition et ce sera demain la guerre civile, il dit exactement la même chose. Sauf que qu'est-ce qu'il nous propose à ce moment-là? Il nous dit ce sont effectivement les narcotrafiquants, les islamistes qui ont pris la place de la République. Il nous dit on va créer des forces de restauration républicaine, enfin je sais plus son... Bon, je ne sais plus quel est le terme exact, mais en gros, on a eu les territoires perdus de la République pendant très longtemps, qui, en fait, pendant des années, ont été des territoires perdus de la France, mais pas de la République, parce qu'il restait précisément dans ces territoires que la République, à savoir ses services publics, et c'était la France qui avait disparu à ce moment-là. Et de fait, maintenant, même la République disparaît, parce que les fonctionnaires n'y restent même plus. Donc, effectivement, la France et la République ont disparu. Aujourd'hui, il nous dit on va réinstaurer la République. Mais du coup, on revient un petit peu à la discussion initiale qu'on avait au tout début, c'est-à-dire que quelle est la cause profonde de cet ensauvagement? Le problème, c'est que la République n'est plus devenue que son universalisme. Elle a été au début de l'histoire, elle a été un régime politique qui n'empêchait pas à la fois l'attachement à une nation et le patriotisme. Elle est devenue peu à peu non seulement un régime politique, mais une arme morale et spirituelle. Et elle est devenue seulement son universalisme. Or, aujourd'hui, on nous dit, pour être français, il faut adhérer à la République, ce qui ne veut absolument rien dire, et on ne se lève pas. Personne au monde, même un Français qui est là depuis 2000 ans, se lève le matin en se disant « j'adhère à la République », parce que ça ne veut rien dire, parce que c'est un régime politique. Et du coup, je crois que par rapport à cet ensauvagement, il faut se poser la question du court terme, c'est-à-dire le réarmement, c'est-à-dire la chaîne de peine, c'est-à-dire la question de la justice, c'est-à-dire la question de la police. Et si on veut, sur le long terme, que la France reste un pays qui demeure sur le temps long, il faut se reposer cette question de qu'est-ce qu'on veut réimposer dans ces quartiers-là. Si on veut réimposer la République, c'est-à-dire un universalisme qui n'impose rien et qui ne hiérarchise, et on revient au début du bistrot, ce qui ne hiérarchise rien et qui ne donne pas la primauté à une culture et à surtout une chaîne de valeurs, alors l'ensauvagement sera continu. Quand bien même il y a la justice et la police qui refont leur travail. Ce sera le mot de la fin. J'aimerais souligner par rapport
justement à cet universalisme et à ceux qui ont été les promoteurs de cet universalisme que l'attitude de la gauche bien pensante, pour le résumer, qui a débordé complètement à droite par rapport à ça, par hantise d'être accusé de racisme, et voilà, au sein de laquelle la fascination pour le prolétariat a été remplacée par la fascination pour la figure de l'immigré, voilà, et donc du coup qui est devenu une espèce de grand fantasme délirant, et qui faisait qu'on ne pouvait absolument pas critiquer ce qui se passait en banlieue, masque en réalité une espèce de dédain raciste totalement vertigineux, parce que ce qu'on voit là, en l'occurrence, ces gamins de 12 ans qui se font tuer à coups de barre de fer, qui peut correspondre aussi à ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire ces vrais trafics de prostitution de filles de 17-18 ans prostituées à la chaîne à 10 € la passe dans des hôtels autour de Paris, dans une époque où l'acte sexuel lui-même était complètement banalisé par la pornographie. Enfin, ces choses-là arriveraient au centre de Paris ou chez certaines bonnes familles, ou dans d'autres endroits que dans ces banlieues immigrées, en réalité, ça scandaliserait totalement. Et ça n'a pas scandalisé parce qu'on a l'impression que derrière cette fascination s'instaure une espèce d'intérêt comme il y avait pour ces safaris humains au début du siècle précédent. On dit « Oh, qu'est-ce que c'est étrange, ces noirs qui s'habillent en pagne, qu'est-ce que c'est original, c'est intéressant ». Et là, de la même manière, en fait, cette gauche bien pensante a regardé les banlieues avec un regard de colonisateur sur les safaris humains, et du coup a mis beaucoup de temps à réagir parce qu'elle trouvait pittoresque ce qui était absolument abominable, et qu'il faudrait aussi qu'elle se pose les questions de cette charité cette bienveillance qui était le fait du fantasme et de sa propre libido idéologique qui n'avait rien à voir avec une bienveillance véritable. Attendez, ce n'est pas que pittoresque, Romaric, ça ne fait pas partie de leur logiciel. Ça n'existait pas puisque ça ne rentrait pas dans leur logiciel où l'immigré de toute façon ne pouvait être qu'une victime. La sauvagerie n'était que due à l'homme blanc. Et si jamais il y avait quelques personnes d'extraction étrangère qui commettaient quelques délits, ça ne pouvait être que poussé par leur situation d'exploité, d'opprimé perpétuel. Dans le fond, en effet, c'est exactement ça, mais il y a quand même une fascination pour la culture racaille, pour la culture banlieue, pour le rap de la part de gens, à qui ça ne disait strictement rien, qui était complètement artificiel, qui était complètement idéologique. Et c'est dans ce sens-là. Et cette culture racaille dit la même chose. Je suis désolé, ça fait 20 ans que dans le rap ou dans les courts-métrages, entre guillemets, de banlieue, on véhicule on prône le meurtre, le viol, le fait de tout brûler, et c'est pas de la métaphore parce que malheureusement, l'idée de second degré ou de métaphore est globalement inaccessible à ce genre de population, malheureusement. Bon, ce sera le mot de la fin. C'est Ignace d'ailleurs qui aura le mot de la fin. Car à Bistro Liberté, tout finit par des dessins, hein, nous sommes d'accord. Les banlieues rouges hier, et on voit le drapeau communiste, les banlieues rouges aujourd'hui, et une mare de sang. Les deux sociétaires nous ont rejoints. Alors, on a une galerie de portraits ce soir, hein, mignonne comme tout. Philippe Randa, patron d'Euro-Liberté. Précision, je suis euronationaliste, pas euromondialiste, évidemment, on l'avait bien compris. Rédac chef, je le reconnais mieux, rédac chef de l'Incorrect. Ce que j'aime à Bistro Liberté, c'est son côté éthyliquement incorrect. Monsieur Culture. Castaner devra endiguer le flux migratoire et pour info, précise Macron, nous sommes en vigilance rouge inondation. Je ne veux plus vivre cette insécurité galopante, traverser la rue, mais en courant. Super. Et j'ai gardé mes deux préférés pour la fin. Comment communiquer avec la racaille, faire preuve de beaucoup de doigté, dit-il à Castaner. Castaner devra muscler son autorité face aux racailles bodybuildées, surtout qu'il est gras du bidou. Ça fait personnel. Fera toujours rire. Bon. Cette émission se termine. Charlotte, merci beaucoup. Merci. J'allais dire la petite Charlotte, mais non, non, c'est la grande Charlotte qui monte. Jusqu'où n'ira-t-elle pas? Charlotte présidente.
Charlotte à la place d'Ernotte. Ça rime. Pas mal, oui. Pas Ernotte, Charlotte. Merci à tous nos camarades sociétaires. Peut-être qu'eux aussi, s'ils travaillent bien sur les bancs du bistrot, eh bien, ils deviendront une grande Charlotte, un jour, s'ils sont très sages. Merci à Martial, mon binôme Caroline. Préféré. Bonne soirée, Caroline. Merci au public qui était très gainsbourgien ce soir avec son côté Charlotte Forever. Merci aux réalisateurs, merci au directeur de la production Arnaud Soyer, merci à vous, chers téléspectateurs de TV Liberté. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Et comme le disait un journaliste que j'aimais bien, que Dieu vous garde.